Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. Alors on a eu un petit faux départ pour ceux qui nous ont pas, qui étaient pas là, qui étaient en podcast, mais effectivement on est cette fois ensemble pour faire le débrief du Grand Prix des Pays-Bas après une pause de 4 semaines. Alors bonsoir à Daryl JB qui passe son premier message dans le chat. Bonsoir à Steph également. Merci à Sepsante qui vient de s'abonner pour le 6e mois consécutif. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à tous et à toutes qui me confirment que l'on m'entend bien. Et merci à Viviroom qui a également pris un abonnement. Voilà, bah écoutez, j'espère que la pause estivale s'est bien passée pour tout le monde. Nous, c'est vrai on est resté avec vous pour l'actu F1. Alors, ça a été notamment, il y a eu notamment quelques petites annonces, hein, comme le départ de Christian Horner, hein, qui avait eu lieu finalement, qui avait eu lieu au moment début juillet en tout cas. Il y a eu l'annonce du duo Cadillac, pour ceux qui n'ont pas vu, avec deux vétérans annoncés pour l'an prochain. Et puis ce week-end, le Grand Prix des Pays-Bas qui a marqué la reprise après 4 semaines de pause, 15e manche du championnat. Un Grand Prix remporté par Oscar Piastri devant Max Verstappen et Isaac Hadjar. On est deux ce soir pour en parler. Ça va, Alex? Oui, ça va. Non, Alex, c'est Franck d'abord. Franck est effectivement en deuil après Et la oui, catastrophe du double abandon de Ferrari. Donc, il est en pèlerinage actuellement dans la chapelle de Maranello. Et donc, oui, ça va très bien. On a passé un été reposant avec effectivement quelques news, comme tu l'as dit. Et puis, on redémarre en fanfare avec un Grand Prix qui va rester pour la lutte pour le championnat avec les 34 points qui séparent désormais Piastri de Norris et qui va rester, bien sûr, pour nous, les Français, puisque Hadjar est devenu le plus jeune Français à monter sur le podium en améliorant le record de Gasly, et pas qu'un peu, puisqu'il a amélioré d'un peu plus de 2 ans et demi. effectivement, c'est vrai que c'était la grosse performance, tout un super week-end, hein, de la part du Français. On reviendra évidemment. Alors effectivement, Chou nous dit merci pour les actus, on a eu notre dose, et bah oui, c'est le but, hein, on essaye de rester avec vous tout le long. Même quand il n'y a pas de Grand Prix, on est là pour vous donner un peu les actus des coulisses de la Formule 1, même si là c'est vrai que c'était assez calme parce qu'il y a eu 2 semaines de pause obligatoire, hein. On vous rappelle que les équipes ont l'obligation de fermer les usines et donc la communication peut continuer, hein, s'ils ont des grosses informations à passer, mais ils en profitent aussi pour ralentir un peu tous parce que c'est quand même une saison très chargée. Euh, et puis donc voilà, on n'est que deux effectivement parce que Franck, bah voilà, ça va pas trop, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Un Grand Prix compliqué pour lui. Et puis d'ailleurs pour tous les fans de Ferrari, on s'excuse, mais on parlera pas immédiatement de la Scuderia. On va déjà commencer ce débriefing et on va forcément parler de McLaren. Alors là aussi c'est pareil, il n'y a pas que du bon à dire puisque ça a été un week-end assez on va dire mitigé pour l'équipe en tête du championnat. Oscar Piastri termine premier, Lando Norris abandonne sur un problème mécanique. Alors c'est assez rare, hein, chez McLaren, c'était ceux qui étaient les plus efficaces en termes de gestion de la voiture, que ce soit châssis, refroidissement, moteur, etc. Apparemment c'est un problème châssis, nous a dit Andrea Stella après en débriefing du Grand Prix, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Toi, Alex, qu'est-ce que tu tires comme conséquence de ce week-end? Parce que c'est vrai que c'est un week-end où Lando Norris a dominé les 3 séances libres, s'est fait battre pour la pole pour 12 millième, était derrière Piastri clairement en course, et puis finalement cet abandon en toute fin de course qui vient mettre un coup et changer complètement la donne du championnat. Alors, sur le début du week-end, effectivement, Norris était devant et Piastri a quand même fait comme il fait souvent du Piastri, c'est-à-dire décisif au bon moment. On parle de 12 centièmes d'écart en Q3, et donc on a un duel qui était magnifique. Bon, pour la pole, Norris a eu une petite rafale de vent. Effectivement, c'était très très serré, et Piastri, comme d'habitude, là, au moment où ça compte, mais ça ne veut pas dire que Norris a raté sa qualif. Il a fait une très très bonne qualif. C'est dommage parce que, en fait, moi j'ai un sentiment d'enlever parce que ces deux-là sont tellement proches. Là, on l'a vu que Norris, il est vite revenu une fois après s'être effacé de Verstappen, il est revenu dans la seconde 5. Alors, il avait le même rythme, voire un peu plus que Piastri, puisqu'il a passé toute sa course derrière les échappements. Peut-être que ça a pu d'ailleurs précipiter son problème, on ne sait pas. Mais en tout cas, Norris avait au moins un rythme égal à celui de Piastri. Il n'aurait pas pu le dépasser, même s'il est revenu à un moment donné dans sa zone DRS. Mais il faut un tel écart pour doubler sur cette petite piste de Zandvoort que ça n'aurait été pas être possible. Et voilà, ces deux-là, ils sont tellement proches. La dynamique était pour Norris, en fait, même avant la trêve. La dynamique, elle était toujours pour Norris après les essais libres 3. Et puis voilà, ces 12 petits centièmes ont fait la différence, ont perturbé la course de Norris, etc. Et c'est pour ça que j'ai plus de regrets pour la suite de la saison, parce que là, on a vécu peut-être un Malaisie 2016. Mm. C'est-à-dire lorsque Hamilton a vu sa casse moteur,
en Malaisie 2016, et ça avait un peu, évidemment, ça avait compté très très lourd dans les deux championnats. Il avait terminé par 4 victoires et Rosberg assurait que la deuxième place. Mais voilà, donc ça avait été évidemment décisif dans cette lutte pour le titre. Et c'est dommage que finalement, voilà, ces deux-là sont tellement proches, on peut toujours assister à de très très beaux Grands Prix. Ça nous prive peut-être voilà, d'une once de suspense, puisque maintenant, je pense que c'est l'info principale et qu'on retiendra de ce Grand Prix, c'est que la lutte pour le titre mondial, elle n'est pas jouée, mais Piastri est plus que jamais favori. Norris, 34 points, rien n'est fait bien sûr, mais ça veut dire qu'il n'a plus le droit à l'erreur, que ce soit en termes de pilotage ou en termes d'ailleurs de fiabilité. Hein, il est deux au mur. Piastri a une autoroute devant lui. Voilà, il reste encore 9 courses et des sprints, hein, donc rien n'est fait. Mais voilà, même si Norris remporte 4 courses d'affilée et Piastri fait deuxième, il serait toujours deuxième au championnat. Voilà. Moi, j'espère que le championnat ne va pas se jouer sur ce problème châssis moteur. Voilà. Peut-être qu'il y aura aussi un abandon pour Piastri. Hein. Les moteurs Mercedes, on l'a dit, sont fragiles et le week-end prochain, c'est à Monza. Mais voilà, moi, j'ai quand même un sentiment. Voilà, c'était un beau Grand Prix, mais c'est mon grand regret, c'est que ce 25-0 peut nous priver de feux d'artifice potentiel pour la fin de saison. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le souci. Alors, il y a aussi. Je suis d'accord avec Sobriété 2004, 34,9 courses. On a déjà eu plus grand retournement de saison, mais ces deux-là sont tellement proches que 34 points, ça fait beaucoup. Quoi. Et le problème pour Norris, c'est que McLaren est tellement devant actuellement, puisqu'ils sont plus devant qu'en début de saison, que si Piastri n'a pas de problème, il lui reprendra maximum 8 points par course. Et à côté de ça, Piastri peut aussi des fois être devant, comme on l'a vu ce week-end, parce que malgré tout, il ne faut pas non plus négliger le fait que Piastri était largement devant en course. Il fait le grand chelem, hein, c'est pas pour rien, c'est pole, victoire, meilleur tour en course et tous les tours menés. Mais le souci, c'est que voilà, Piastri est quand même pour l'instant plutôt d'une régularité exemplaire, hein, faut le dire ce qui est. Et effectivement, c'est compliqué de se dire, si jamais il n'y a rien pour Piastri, de se dire que Norris va pouvoir remonter quand on voit que malgré un très bon run depuis le Canada, avec 4 courses, il avait repris que 9 points à Piastri. Cependant, Piastri est souvent en lutte avec Verstappen en piste. Peut-être que ça peut accélérer les choses pour que les écarts se réduisent. Mais non, plus sérieusement, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir à quel point l'écart est passé de... Parce qu'il y avait 9 points. Bon, si c'était resté en l'état jusqu'à la fin de course, il y aurait eu 9 et 7, 16 points d'écart. Là, on passe à 34. C'est un peu plus délicat. Mais là où j'ai été aussi surpris, c'est de voir la réaction de Norris qui ne panique pas, n'a même pas été trop... Enfin, il était déçu dans la voiture, mais il a fait une course quand même assez exemplaire. Il fait un super dépassement sur Verstappen par l'extérieur. Et dans son abandon, il arrive à dire à l'équipe, à la radio, que c'est de la faute à personne et qu'il n'y a pas de blâme acheté et tout ça. Et je pense que il faut se rendre compte que c'est un Norris bien plus solide qu'on a face à nous que celui qu'on avait jusqu'au Canada, je dirais, où c'était un Norris un peu fragile, etc. Je sais pas si tu as eu la même opinion. Ouais, en fait, ça change, quoi. C'est la même tendance qu'avant la trêve. Hein. Norris avait, je dis pas qu'il avait pris le dessus, mais il avait vraiment renversé la vapeur et la dynamique était de son côté. Et encore une fois, il y a 12 centièmes hein, en Q3. C'est vraiment rien du tout. Il a eu Rafale devant au mauvais moment, mais voilà. Après, on parle beaucoup de Norris, mais moi, je tiens quand même à dire, j'ai quand même été épaté par Piastri. Oui. Souvenir que la saison dernière à Zandvoort, même circuit, même équipe, il fait un week-end catastrophique, alors, quasiment. Voilà, il prend 5 dixièmes par Norris. 5 dixièmes par Norris. Et, voilà. Norris survole le week-end. Là, voilà, il était devant Norris. Il y avait match, hein, évidemment. Il était devant Norris 12 centièmes et puis il fait une course, voilà, 0 vote. Avec 3 relances de safety car à gérer, avec un départ où il va se mettre de manière agressive. Donc voilà, cette victoire-là, puis grand chelem, hein, chaque tour mené, meilleur tour. On avait peut-être un peu en réserve, il était vraiment tout en maîtrise aussi. Donc cette course-là, elle restera vraiment comme un symbole. Abandon de Norris, Piastri 12 centièmes, Piastri qui est en maîtrise là où l'année dernière il n'était pas du tout sur ce circuit. Donc, voilà, on a eu vraiment un Grand Prix très représentatif de ce point de vue-là. Effectivement. Alors, dans le chat, on nous dit premier hat-trick de Piastri. Non, c'est son 3e hat-trick. Il avait fait un à Bahreïn et un en Espagne. Et donc, c'est hat-trick, c'est pole, victoire, meilleur tour en course. Là, c'est son premier grand chelem, effectivement. Avec tous les tours menés depuis la pole jusqu'à l'arrivée. Et il égale le nombre de victoires de son manager, Mark Webber, avec 9. Et sans doute qu'il va le dépasser. Très rapidement, normalement, ouais, effectivement. Effectivement, parce que malgré tout, il faut bien rendre à Piastri ce qui lui appartient. Il a fait un week-end exceptionnel et une course surtout exceptionnelle. Alors,
Sobright Indicated dit Piastri semble moins friable, plus imperméable. Je trouvais que c'était vrai jusqu'au Canada. Depuis qu'il y a eu l'évolution qui convient mieux et que Norris a retrouvé de la confiance, notamment sur les moments où il faut attaquer et mettre la voiture à la limite, je trouve que c'est moins le cas et je trouve que ça se ressent dans son comportement. J'ai même vu un Piastri un peu plus tendu et un peu plus nerveux quand il a notamment failli percuter Norris en Autriche et en Hongrie. Et on avait vu après la course en Hongrie qu'il était un petit peu énervé. Et alors que Norris ne s'énerve pas. Moi je trouve que sur le plan mental, je dirais qu'il n'y a pas forcément un switch, mais il y a au moins un équilibre. Après, voilà, je pense effectivement que Piastri a pour lui sa constance. Je trouve je trouve que les week-ends où il n'est pas dedans, il est quand même vraiment toujours très proche. Là où Norris est un peu plus en retrait vraiment quand il est sur un week-end sans. Donc, mais bon, ça reste effectivement 34 points, ça reste pas non plus insurmontable. C'est juste que Norris va vraiment devoir cramer. Plus droit à l'erreur, hein. Plus droit à l'erreur. Exactement. Plus droit de crash. Alors peut-être que ça peut le libérer mentalement d'un certain aspect. Sur le côté, plus rien à perdre, hein, bien sûr. Là, encore une fois, Piastri, on n'est pas à l'abri. Lui-même, dans l'abandon, dans le crash, etc. On ne sait jamais ce qui se passe. Mais... Ouais. Non, mais je plaisantais avec le fait qu'il combat Verstappen en piste et tout, mais il ne faut pas oublier qu'à Abu Dhabi l'an dernier, c'est lui qui se fait harponner par Verstappen au départ. Donc ça peut arriver et effectivement on a encore. Puis en plus, c'est pas comme si on avait des circuits faciles qui arrivent. Hein. Là, on a Monza qui est un circuit où les choses peuvent quand même se compliquer parce que la piste est étroite. Derrière, on a Bakou et Singapour qui sont quand même des circuits particulièrement sélectifs. Alors, ce qui vaut pour Piastri vaut pour Norris. Les deux seront en risque de se faire prendre dans un accident ou voilà. Et puis derrière la tournée nord-américaine qui est quand même pas mal de circuits un peu compliqués, Las Vegas aussi. Donc je pense que... C'est arrivé déjà, hein, Piastri, il a quand même eu sa sortie de piste en Australie, on l'a oublié, mais ouais. C'est là où il perd 18 points d'un coup aussi. C'est ça. Donc ça peut arriver. Et Lambeau Diablo a raison, les deux se tirent vers le haut. Ça, c'est vrai que franchement, c'est une bataille où, non seulement humainement, je trouve, parce que finalement, ça reste quand même assez classe, les deux se félicitent, les deux acceptent que l'autre gagne. Et on n'a pas de coup bas pour l'instant, en tout cas. Il n'y a pas de rapport là-dessus, enfin de report, comme on dit là-dessus, où on n'a pas l'impression que ce soit le cas, comme c'était par exemple chez Mercedes, chez McLaren à l'époque, Button-Hamilton. Et j'ai l'impression que c'est plutôt humainement respectable pour l'instant. C'est quand même bien géré, c'est jamais facile, mais c'est très bien géré par Zach Brown et Stella. Et puis peut-être qu'ils ont été, peut-être que leur caractère aussi, hein, de jouer un peu, hein, c'est pas des monstres de méchanceté les deux, à mon avis. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est deux qui ont l'air quand même bien avoir la tête sur les épaules. Et puis, je pense que McLaren n'accepterait pas ça. De toute façon, la McLaren qu'on connaît maintenant, c'est plus McLaren avec Ron Dennis à la tête. Alias Dark Vador, pour citer Zach Brown. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, U0 nous dit il n'y a pas de coup bas, mais Bakou approche, évidemment. Ça, c'est très juste. Effectivement, je pense que c'est le bon mot de la fin pour parler de McLaren. Et voilà, après McLaren, on peut quand même dire que dès que Norris a dépassé Verstappen, il a laissé derrière. Enfin, je suis toujours étonné de leur manière à écraser la concurrence. Et je crois que justement, ils pourraient être sacrés champions peut-être des Bakou. Oui. Ouais, il faudrait des circonstances, etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est... À mon avis, à Singapour ou plus tard à Austin, ce sera fini. Ouais, de toute façon, c'est déjà fini parce que là... Je pense que c'est déjà fini, oui. En plus, il faut quand même bien se rendre compte que malgré tout, ils ont une voiture qui abandonne, mais ils arrivent quand même à coller un 25-0 à celui qui les poursuivent. Donc, je crois que le titre à Bakou est plus d'actualité qu'il l'était avant qu'on arrive à Zandvoort. Donc, tu vois, je pense que c'est vrai que la voiture est redoutable dans toutes les circonstances. Hein. Il n'y a pas de course où elle n'est pas là. Effectivement, c'est impressionnant. Et surtout, au niveau de la gestion des pneus, bien meilleur que ses adversaires aussi. En parlant de gestion des pneus, on va parler de Red Bull, puisque Max Verstappen termine 2e avec une stratégie de pneus un petit peu audacieuse. Yuki Tsunoda termine 9e et était plus heureux que son équipier qui termine 2e. Il était heureux quand même, Verstappen. Oui, il était heureux. Non, mais c'est vrai que Tsunoda a dit que c'était spécial pour lui et tout. Bon, c'était un peu... À la fin de la course, il était un peu dithyrambique pour une 9e place. Alors je comprends, tout ça a un contexte et évidemment c'est logique. Mais gaffe, voilà, je pense que Tsunoda, il en chie tellement depuis qu'il est chez Red Bull que la moindre éclaircie, c'est un miracle. Mais on va revenir sur lui. D'abord, on va parler de Verstappen, qui pour moi a été impeccable ce week-end, encore une fois, hein, le meilleur des autres, malgré le fait que, alors, toujours un peu le refrain du vendredi, on peut pas se battre, on sera pas dans le top 5, etc. Finalement, arrivé à la qualif, c'est le seul qui peut suivre les McLaren, et en course, c'est le seul qui a suivi aussi. Typique, ouais. Suivi, ouais,
qui a quand même réussi à suivre au départ. Oui, Et qui a quand même réussi surtout à survivre au départ, parce qu'il faut voilà. j'allais arriver là-dessus, c'est que donc il part troisième, il dépasse Norris parce que Norris se fait gêner un peu par Piastri, et il arrive au virage 2 pour rester à l'extérieur de Norris, il passe dans le sable, la voiture se part en travers, enfin je sais pas comment il a réussi à faire, il est arrivé avec le mauvais rapport dans une trajectoire que personne ne prend dans le virage 3, et il a réussi à sortir aussi vite que Norris. Alors effectivement, il était en pneu soft, mais malgré tout, c'est impressionnant de maîtrise. Ça m'a rappelé son sauvetage du Brésil sous la pluie. Pour moi, c'est du même niveau. Là, c'est vraiment un sauvetage. Comme je pense honnêtement que plus de la moitié du plateau se serait mis au tas sur cette glisse-là dans les circonstances où ils étaient. Là, il faut bien dire ce qui est. C'était vraiment super impressionnant. Et puis après, une course, ma foi, où il a juste... il a essayé à chaque fois. Il était toujours avec un composé plus tendre que les McLaren, même 2 composés plus tendres sur la fin de course, parce que les McLaren étaient en dur. Et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Hein. Après, je te laisse débriefer Verstappen, mais c'était un peu compliqué. Il a tout maximisé. Au départ, au tendre, donc il a réussi à avoir Norris. Et d'ailleurs, Piastri n'était pas si loin. Au restart, il a même refailli avoir Norris, donc très agressif. Mais même lui disait en conférence de presse après, en fait, je savais bien que même si j'avais dépassé Norris, il allait me dépasser. Parce que je n'avais pas de rims. Je pense que Red Bull surtout rassuré parce que la Budapest avait été catastrophique. Et là, on voit Red Bull redevenu, mais franchement, la deuxième meilleure voiture. Donc, ça donne un petit peu d'espoir, même pour le championnat des constructeurs, hein, puisque finalement, Red Bull a 214 points et Ferrari 260. Si Tsunoda arrive un petit peu à surnager, et si Ferrari et Mercedes se donnent à intervalles réguliers, bon, ça restera difficile, mais c'est pas dit que Red Bull finisse quatrième avec ce Verstappen-là. Et puis voilà, non, Verstappen est vraiment tout maximisé. Hein, c'est quand même assez incroyable ce qu'il arrive à faire encore une fois dans cette Red Bull. Voilà, il était peut-être lui aussi dans sa catégorie à part, hein, enfin, quoique, même s'il y a déjà, on va dire, mais t'es quand même pas loin derrière. Oui, voilà. Et malgré tout, ouais, c'est un peu compliqué cette histoire de Red Bull, parce que Tsunoda éliminé en Q2 encore, il fait une course. Alors Tsunoda n'a pas une course facile, hein. Je pense qu'il pouvait, avec un peu plus de chance sur les timings et tout, il pouvait quand même viser quelque chose proche du top 5, parce que il se retrouve deux fois, à chaque fois qu'il y a une voiture de sécurité, il repart 14 ou 15. Donc quand même au moins 3 à 5 places de derrière là où il est, je crois. Ce qui montre que c'est un petit peu compliqué. Mais il prend 5 dixièmes en qualif, en Q2. Mais il prend 5 dixièmes en qualif, ce qui était son plus gros écart depuis début juillet, où il était justement de plus ça allait, mieux ça allait. On l'avait vu à 2 dixièmes à Spa et à 1 dixième en Hongrie, et puis là, une demi-seconde, bon, catastrophe. Hein. C'est ça qui me... Voilà, parce que ça s'était amélioré, et là, ça s'est pas amélioré, et avec un tel écart, ça fait tout de suite mal, donc... on va en parler après, surtout quand tu as un autre pilote Racing Bulls qui fait un podium, forcément, ça doit cogiter. Voilà, donc effectivement, c'est bizarre de le voir autant à vie pour une 9e place, mais c'est vrai qu'il n'a pas été chanceux avec le timing de la safety car. Non, ça c'est sûr. Moi, j'étais plus embêté par sa qualif que par sa course. Oui, moi aussi. Il a eu un problème d'embrayage aussi. Ouais, problème sur la fin de course, où ils lui ont dit clairement il faut que tu composes avec parce qu'on pourra pas faire mieux. Il a dit finalement il s'est retrouvé en confiance paradoxalement, et il était plutôt à l'aise avec ça. Donc effectivement c'est un peu un what if, mais de toute façon à partir du moment où il s'élance 10 places derrière Verstappen au départ, ou 8 places, 9 places, il n'y a pas match, il y aura pas match quoi qu'il arrive, surtout sur un circuit comme ça où doubler n'est pas simple. C'est impossible de lutter, et ça c'est sûr que là la demi-seconde elle fait très très mal. Voilà pour Red Bull. Je pense que sur le plan hors piste, il n'y avait pas grand chose à dire. Laurent Mekies continue de faire sa place, on va dire. Et Helmut Marko dit que c'est toujours bien. Hein, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un ingénieur à la tête de l'équipe. Sous-entendu, Horner ne l'était pas. Bah oui, mais c'est vrai. Et puis de toute façon, je pense que effectivement, si toutes les équipes de F1 quasiment ont leur ingénieur dans le top 3, on va dire, des membres principaux de l'équipe, c'est pas pour rien. Hein. Chez Ferrari, Vasseur, c'était son... Il a été ingénieur. Chez Mercedes, c'est pas Wolf, mais derrière lui, il y a des ingénieurs. Voilà, chez McLaren, il y a un ingénieur qui est team principal. Pareil chez Sauber, pareil un peu partout. Donc forcément, je pense que on est dans une ère de la F1 où c'est important que ce soit le cas. Et je pense que Red Bull découvre ça. Et effectivement, ça doit quand même bien changer, parce que
Horner commençait à être un petit peu un manager à l'ancienne, et effectivement, ça doit mettre un vent nouveau. Au-delà de tout comportement ou caractère, évidemment. C'est vraiment, je pense, ne serait-ce que dans la gestion, bien différent. On va passer à Racing Bulls. Du coup, on en parle très très tôt avec le premier podium en carrière d'Isaac Hadjar. Alors, je réponds tout de suite dans le chat. Effectivement, il y a une saison où Toro Rosso était meilleur que Red Bull. Donc, Toro Rosso qui est devenu AlphaTauri, puis RBF1, puis Racing Bulls. Et c'était bien 2008. C'est l'année où Red Bull n'a fait aucun développement puisque New Way travaillait sur le nouveau règlement 2009. Avec raison, puisqu'ils ont ensuite enchaîné les titres. Et du coup, Toro Rosso développait un peu plus. Ils avaient Vettel en plus. Là où Red Bull avait Weber et Coulthard qui étaient un peu un peu vieillissants, et ils avaient fini devant, notamment avec la victoire de Vettel à Monza en 2008. Et donc Racing Bulls, premier podium depuis Bakou 2021. À l'époque, c'était Pierre Gasly. Et l'équipe s'appelait AlphaTauri. Et puis, voilà, grande performance d'Isaac Hadjar. Alors qui a commencé le week-end en disant ça va être compliqué d'aller en Q3. Finalement, il se qualifie quatrième le samedi. Et puis, une course où il profite de l'abandon de Norris pour monter sur le podium. Il a dit surtout ce qui l'a le plus surpris, c'est en fait d'avoir eu le rythme pour suivre derrière Verstappen et pour distancer les Ferrari et la Mercedes de Russell. Il était dans la zone DRS de Verstappen, c'est ça qui est... Ouais, c'est ça qui est fou. Et alors même ses qualifs, les qualifs, il fait une 9,208, c'est-à-dire, bon, il est quand même 3 dixièmes derrière Verstappen, mais il bat Russell d'un demi-dixième, il bat Leclerc d'un dixième et demi, Hamilton aussi, et il met 3 dixièmes à Lawson, quand même. Donc c'est déjà des qualifs exceptionnels. Effectivement, on ne le voyait pas finir quatrième, lui non plus. Il a fait un très bon départ et il a été. Alors, au-delà d'avoir tenu Verstappen, il a tenu Leclerc derrière lui, qui klaxonnait derrière lui toute la course. Ensuite, il y avait eu un peu Russell, sans faire aucune erreur, alors qu'on a vu d'autres pilotes commettre une erreur. Avec la pression, avec tout ça, tandis que Lawson, on a vu Lawson aussi, son coéquipier commettre une erreur. Oui. Donc, il a fait simplement la course parfaite. Je pense qu'il pouvait même le dire lui-même sans paraître arrogant. Il a fait la course parfaite le week-end. Il y a eu des problèmes de fiabilité en essai libre, ce qui a en plus réduit son roulage, ce qui rend d'autant plus méritoire son plus beau Grand Prix de l'année. Ça, c'est le plus beau Grand Prix en carrière, ça, c'est évidemment. Il a prouvé sa force mentale après, évidemment, son abandon en Australie dans le Tour de Chauffe derrière la voiture de sécurité. Il a dit j'ai cru que ma vie était finie à ce moment-là. Puis voilà, c'est quand même plus long que ça lorsqu'on est rookie. Voilà, c'est un Grand Prix exceptionnel d'Adjar, ponctué par un podium. Alors bien sûr, Russell a eu des problèmes de dégâts, Leclerc a été tamponné par Antonelli, Norris a abandonné, etc. Mais voilà, c'était quand même d'assez loin le meilleur des autres, et ça a en plus mérité ça. Voilà. Et puis c'est un circuit difficile. C'était un week-end où il n'y a quand même pas eu de pluie finalement, donc il n'y a pas eu non plus des opportunités de fou, même s'il y a eu 2 safety cars, il les a bien gérés, mais il n'a pas eu de miracle avec la safety car. Pour moi, c'est pas. Voilà, oui, il y a des circonstances, c'est sûr. Il y a l'abandon de 3 voitures des top teams, mais sur les 3 voitures, il y en a 2 qui étaient derrière lui quand même de toute façon. Et Russell était quand même derrière lui quoi qu'il arrive. Et surtout, il a dit que du moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait défendre, il s'est rendu compte qu'il pouvait défendre devant Leclerc et Russell, parce qu'en fait, quand Leclerc a commencé à l'attaquer à l'intérieur de manière un peu agressive, lui a décidé de ne pas fermer la porte. Et il a découvert à ce moment-là que s'il prenait à l'extérieur, il arrivait à mieux garder la vitesse et qu'il évitait la partie un peu, parce qu'apparemment le point de corde est assez propre, l'extérieur est assez propre et le milieu est un peu bosselé. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus de vitesse et qu'il ressortait plus vite. On a vu pas mal de pilotes le faire. Et il a réussi, du coup, immédiatement à comprendre ça et à pouvoir l'appliquer tout le long de la course. Parce que Leclerc a fait un paquet d'attaques derrière lui, quand même. Le Russell aussi. Et à chaque fois, finalement, il n'a pas été menacé réellement. C'est ça. La différence d'Albon, qui aurait fini de toute façon derrière Russell ou Leclerc, là, il aurait pu finir tout à fait devant Leclerc et Russell. Donc c'est dingue. Alors, je sais pas si ça dit autant de lui que peut-être que sur Mercedes et Ferrari, mais voilà, sur le Racing Bull qui était très rapide, il faut aussi quand même la performance de Lawson qui était moins catcheur, mais qui était quand même dans le coup. Voilà, c'est un week-end simplement épatant. Alors la question, c'est est-ce que ça veut dire c'est son ticket de promotion pour l'an prochain? Ça, c'est la grande question, évidemment. En tout cas, si c'est pas fait, c'est un grand pas, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. C'est sûr que là, en plus, moi, c'est vrai que je suis vraiment particulièrement impressionné par Isaac Hadjar parce que je trouve qu'il a une maturité et un recul que peu de débutants ont.
tout est calculé dans sa tête, tout est logique, il n'y a rien qui le surprend, il y a Et rien, tu vois, voilà. même le podium, même la 4e place. Il dit je suis surpris, mais en même temps tu sens que c'était quelque chose Voilà. qu'il a abordé comme si c'est venu et il l'a abordé comme si c'était normal. Même Et quand il demande alors c'est un rêve, etc., bah dis donc, bah, je travaille lucide, hein, je ouais, travaille, c'est pas mon rêve, je travaille sur ça depuis que j'ai 5 ans. Voilà, donc c'est vraiment une grande forme de lucidité. Il faut se souvenir que moi, on le décrivait comme très émotif, comme mm, très énervé, etc. Bon, bah là, au contraire, super calme. ouais, Peut-être qu'il y a toujours des moments chauds, on n'entend pas tout. Mais voilà, il a aussi, hein, il a travaillé sur ce point, il sait que ça ne plaît pas à Marco, c'est la promotion de Tsunoda après plusieurs saisons chez Racing Bull, parce que c'est ça qui le déplaisait. Donc même sur ce plan-là, il est irréprochable. Voilà, il a 15 courses. 15 courses en F1 et déjà un premier podium. Il disait, hein, ça arrivait plutôt que prévu, mais c'était l'objectif de toute façon. c'est ça. Donc il est 10e au championnat du monde. Voilà, il permet à Racing Bull de rester en vie au championnat constructeur. C'est formidable. Est-ce que, alors après, non, beaucoup de gens disent, mais est-ce que c'est pas un bien pour un mal, c'est-à-dire une promotion chez Red Bull pour l'an prochain? Voilà, ça c'était toujours évidemment la question, même si moi je serais moins pessimiste, parce qu'évidemment, hein, parce que voyant Tsunoda en voyant avant lui Lawson, on pourrait se dire c'est le ticket vers le massacre, pas forcément, parce que le pilotage des F1 va beaucoup changer l'an prochain. Ouais. Et potentiellement, alors sûrement que cette Red Bull de l'an prochain sera construite pour Verstappen, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça peut remettre aussi à zéro les compteurs niveau pilotage. Voilà. Oui, je pense aussi, et c'est quand même malgré tout la première F1 de Red Bull qui sera pas une lignée New Way avec les mêmes, parce qu'en fait finalement on se rend compte que depuis 2019 notamment les pilotes ont le même problème avec des voitures qui ont, alors certes qui répondent à un cahier des charges voulu par Verstappen, mais qui sont aussi toute une lignée des mêmes ingénieurs, parce que finalement la RB21 c'est qu'une descendante de la RB18 qui a été créée à l'époque avec Rob Marshall, avec Adrian Newey, avec non, il était déjà parti Dan Fallows, je Pierre crois. Vacher. Ouais, mais Pierre Pierre Vacher. Vacher est encore là, mais voilà, je pense que c'est aussi une lignée de F1 qui s'arrête. Et c'était même celle de la réglementation précédente était déjà sur la même lignée pour moi. Et on a effectivement des F1 qui vont être totalement différentes. La capacité d'adaptation va être très importante. Il a l'air d'être capable de s'adapter. Et du coup, je me dis, bah, quitte à être promu, de toute façon, est-ce que c'est pas le meilleur moment? Parce que finalement, Ouais. est-ce que Non, ce serait pas mieux d'être promu un an plus tard si Verstappen est toujours là et se dire, bah, il a un an dans les pattes avec cette voiture-là, en fait. Surtout si Red Bull joue pas du tout le titre avec le moteur fort de Red Bull Powertrain, il y aura d'autant moins de pression. C'est ça. Donc, et l'avantage, c'est qu'on va revenir sur un schéma où les écarts seront plus éloignés, enfin plus larges. Et du coup, s'il prend 3-4 dixièmes, il sera jamais que une ou deux places ou trois places derrière Verstappen et pas éliminé en Q1 comme l'autre va en Q3. Surtout que si Red Bull vire Jarre de manière précoce, c'est pas un pilote, mais deux pilotes qui devront peut-être trouver pour 2027. Aussi. Verstappen étant pointillé. C'est ça, c'est que ça peut aussi être leur ticket long terme. Donc dans tous les cas, pour moi, s'il est promu en 2026, c'est le meilleur moment et c'est pas forcément une mauvaise idée ni pour lui ni pour l'équipe. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils auront besoin d'un successeur à Verstappen. Hein, ça, on le sait, ça approche. Même si Verstappen, par miracle, entre guillemets, reste jusqu'en 2027, 2028, et après, ils l'auront plus. Et ça, c'est quasiment sûr. Et du coup, il faudra trouver un successeur à Verstappen. Et ben, moi, je ne pense pas avoir vu de meilleur pilote chez Red Bull depuis Verstappen que ce que fait Adjar. Que chez Red Bull, c'est la galaxie Red Bull, hein, c'est les deux équipes. Mais je pense que, honnêtement, on a un pilote qui a un potentiel énorme et je pense que ce sera le bon moment de le lancer. Et en plus de ça, étant très proche de Laurent Mekies, il sera dans un environnement mental au moins qui sera ultra serein. Oui, je suis d'accord. John Smith demande, peut-on imaginer Adjar sortir du giron Red Bull la saison prochaine? Non, aucune chance pour moi. Dès l'an prochain, non. Parce qu'il est proche de Marco, il est proche de Mekies. Il s'entend très bien avec Peter Bayer et Alan Perman. Donc il y a pas de, même s'il restait chez Racing Bulls, en fait, il n'y a pas de raison qu'il parte parce qu'il est bien là où il est, il se sent bien. Et pour l'instant, le fait est que lui fait le boulot et l'équipe lui rend bien. Donc il y a pas. Après oui, il va sûrement avoir des convoitises, mais à mon avis, Red Bull ils sont pas cons du tout, ils le laisseront pas partir. Hein. Je pense que. De toute façon, il n'a pas le choix. À mon avis, il a un contrat. Oui, là, puis il a un contrat dans tous les cas. J'espère qu'il est verrouillé. Ouais. Non, mais voilà, ça sera un tournant peut-être aussi sur la carrière de Hadjar et donc qui devient
le plus jeune Français à monter sur un podium Mm. et le cinquième de l'histoire. Le plus jeune avant, c'était Pierre Gasly, 23 ans et 9 mois. Nadjar, c'est 20 ans et 9 mois, en 11 mois. Donc, oui, il explose le record de 3 ans, quasiment. Ouais. Troisième, c'était Ocon, quatrième Malaisie, cinquième Grosjean. Et donc, cinquième plus jeune pilote à monter sur un podium en F1. Le premier, c'était Verstappen, 18 ans et 7 mois. Le deuxième, Lance Stroll au même âge, enfin, un petit peu après. Antonelli, le troisième, Oui. 18 ans et 9 mois. Puis Norris, 20 ans et 7 mois. Et, voilà. Et Adjar, quand j'ai bien aimé sa réaction. Je lui ai Oui. demandé d'être le cinquième. Il dit bah, je suis pas le premier, donc bon, ça m'intéresse pas. C'est ça. Ils s'en foutent un peu, c'est toujours très drôle. Et Mais puis, c'est que le sixième podium de Racing Bulls, enfin de l'équipe de oui, Faenza. C'est que le aussi. sixième podium. Mhm. Non, ça reste un petit exploit et quelque chose d'assez inédit. Et surtout, c'est vrai que ça fait que cette année, le top 5 a changé, enfin, le top 5 des plus jeunes podiums de l'histoire a changé 2 fois, puisqu'on a eu Antonelli et Adjar. Mhm. Hacho nous demande de la même manière, on ne peut pas remplacer Hamilton, on ne pourra remplacer Verstappen, il faut juste que l'écurie se construise autour d'un nouveau numéro 1, car car ce n'est plus Horner. Exactement, non, mais c'est sûr que de toute façon, Red Bull va totalement changer de physionomie. Là, pour l'instant, c'est que les prémices de la nouvelle équipe, mais l'équipe va totalement changer dans sa manière d'être gérée, alors, c'est pareil, hein, dans ce qu'elle dégage aussi, parce que, comme le disait... comme le disait Toto Wolff, j'ai plus ma némésis et tout, mais en même temps, j'ai trouvé chez Red Bull quelqu'un avec qui je peux faire plus de 3 phrases sans que ça parte en couille, quoi, en gros. Donc, c'est vrai que c'est Après, la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas un leader hyper politique si jamais on est en saison 2021? Ça, c'est quand même la question. Est-ce qu'il ne faut pas être. je suis pas sûr. L'avocat du diable, hein, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi. Parce que la McLaren, il n'a pas de concurrence, mais on a vu Zach Brown, hein, il est plus vite devenir méchant aussi. Hein. Oui, mais après, je suis pas sûr que Laurent Mekies soit pas. Je pense pas qu'il soit que gentil, Laurent Mekies. Je pense qu'il est très cool parce que là, pour l'instant, il a aucune raison, mais je suis pas sûr que s'il commençait à se prendre des pics de la part d'un adversaire, je ne suis pas sûr qu'il se laisserait faire plus que les autres, on va dire. Après, je pense que la différence, c'est qu'à l'image d'un Vasseur, il rentrerait pas dans le truc comme ont fait Wolf et Horner en 2021 c'était vraiment devenu odieux. Et là, je pense que ça n'arriverait plus, effectivement, en tout cas avec ces gens-là à la tête des équipes. Ça, c'est sûr. Vasseur, il affronte la presse italienne, c'est déjà. c'est ça. C'est déjà un job à plein temps. Ouais. Il a déjà son combat, ouais, ça c'est certain. Bon, on parlera pas de lui tout de suite, malheureusement. En tout cas, bravo à Isaac Hadjar. On va quand même faire un petit mot sur Liam Lawson. Ouais. Compliqué parce que à la fois, il aurait 3 dixièmes en qualif, hein. Quand même 3 dixièmes en qualif. C'est ça, et lui, il n'est pas face à Verstappen, il est face à un débutant. Et alors lui aussi est débutant en soi, dans le sens où c'est sa première saison. Néanmoins, on attend un peu mieux de lui, on attend au moins qu'il soit au niveau d'Adjar. Sur les dernières courses, il était un peu devant Adjar quand même. Oui. Il y avait une dynamique qui était plutôt pour Lawson, il faut dire la vérité. Bien sûr. Et là, tout s'est inversé avec 3 dixièmes en qualif, et puis les conséquences, c'est derrière. On les connaît, hein, c'est dans le peloton et un accrochage. C'est ça. Alors l'accrochage, on en parlera un peu plus tard parce que on en parlera au moment de Sainz qui s'est un petit peu lâché aux divers micros qu'on lui a tendus hier soir. Il a commencé à gueuler auprès de tout le monde, donc on y reviendra. Mais effectivement, Lawson s'est accroché. C'est un peu dommage, effectivement, parce qu'il aurait quand même pu faire un top 5, je pense, honnêtement. À mon avis. Oui, non, il était très rapide. Il était quand même rapide. C'est dommage de gaspiller comme ça des points, c'est sûr que ça fait mal. Globalement, cette V-Carb 02 est quand même une sacrée voiture. Alors moi, je pense qu'elle est quand même en dessous en termes de potentiel de la Red Bull, mais ça reste une très très bonne voiture, probablement la meilleure que Faenza ait faite, parce que c'est une voiture qui est plus conçue par Faenza qu'à l'époque où il y avait beaucoup plus de transfert technologique, comme dans 2008 notamment, c'était en fait une voiture de New Way. Hein. Là, je trouve que c'est probablement la meilleure voiture, peut-être avec la 2021. Mais franchement, mais ils ont gaspillé beaucoup de points en début de saison. Oui. Ça fait qu'ils sont que 7e. Hein. Bon, ils sont à 2 points d'Aston Martin et à 20 points de Williams. Mais ils ont quand même gaspillé trop de points en début d'année. Puis évidemment, avec les changements de pilote, ça ne facilite pas le tout. Non, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la stratégie et le nombre de points qu'ils ont perdus sur les 3 premières courses, clairement, les mettrait aujourd'hui au niveau de Williams, ça c'est sûr. Ouais, donc c'est. Voilà. Puis avec 2 bons pilotes, là pour le coup, Lawson a fait des débours, etc. Mais il était quand même rapide dans la dernière course.
Voilà, lui aussi, hein, sa place, elle est quand même en suspens. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. S'il y a Lindblad qui arrive, sans doute qu'il pourra quand même sauver sa place. Ouais. Je pense que le plus en danger actuellement, c'est Tsunoda, Mm. qui risque de laisser sa place à Hadjar. Et du coup, Lawson, pour moi, serait une continuité dont Racing Bulls aura besoin. Sachant que Lindblad, il est très rapide, mais pour l'instant, mentalement, je trouve qu'il montre pas des choses exceptionnelles. Je trouve très brouillon, très agressif pour pas grand chose. Et pour moi, on est loin d'avoir un pilote qui soit mature pour la F1. Là où on voyait ça chez des Berman, Antonelli, Hadjar l'an dernier. Et encore Hadjar, on lui disait, ouais, il est vachement immature parce qu'il gueule beaucoup à la radio. Mais je trouvais un pilotage très mature. Je trouve que Lindblad, il y a un côté très instinctif qui est pas une bonne chose à mon avis. Ça, c'est sûr. On va passer à Mercedes. Mercedes, 4ème place de George Russell, 16ème place de Andrea Kimi Antonelli qui a pris 15 secondes de pénalité. Non, mais Milton Lomax, Antonelli l'an dernier était très solide en F2 en termes de mental. Donc il allait vraiment de manière. Il était de manière un peu plus. Comment dire, je trouvais un peu plus composé, je sais pas si on peut dire ça, mais un peu plus stable que Lindblad, qui me semble. Qui est fort, mais qui, quand ça va pas dans son sens, c'est un petit peu un bourrin, quoi. Voilà, je pense que là-dessus, c'est un peu. Après, il pourra être prêt rapidement, hein, ça peut vite se décanter, mais l'envoyer en F1 l'an prochain, pour moi, ça me paraît un peu tôt. Ou en tout cas, il faudra certainement pas en faire un leader d'équipe, quoi. Donc voilà, George Russell quatrième. En parlant de leader d'équipe, Pas un leader d'équipe. George Russell quatrième, donc encore une fois un week-end quand même très solide pour lui. Il était déçu de ne pas avoir été quatrième sur la grille, mais disait qu'il n'avait pas le niveau, pour atteindre Hadjar en qualif. Et puis en course, il a été victime d'une attaque un petit peu optimiste, on va dire, de Charles Leclerc, qui est venu abîmer son plancher avec une large pièce de carbone qui est en plus très importante, qui est partie. Et derrière, c'était un peu compliqué pour lui. alors il a été doublé 2 fois hein, finalement par Leclerc en piste. Donc la Mercedes, enfin Russell était quand même un petit peu derrière. La Ferrari en rythme de course, peut-être en rythme de cours, mais les pilotes Ferrari n'ont peut-être pas maximisé leur qualif. Bah, c'était typique de Russell, c'est-à-dire voilà, il était là pour tirer le maximum de ce qui était possible de faire et peut-être plus, puisque effectivement, après avoir eu des dégâts sur sa Mercedes avec le dépassement de Leclerc, s'attendait sûrement pas à finir quatrième. Donc c'était bon, hein, c'était même très très bon. Sans doute qu'il en voudra plus, mais ça sera pour l'an prochain. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut vite passer à Antonelli, parce que c'est un petit peu. Ou alors on parle du dépassement de Leclerc, on en parle après. Non, bah on en parlera, on fera un petit package accrochage au moment de Ferrari. Euh, Non, du coup, effectivement, Antonelli, bon, c'est pareil, il y a aussi un accrochage avec Leclerc, mais ça on y reviendra. Mais je pense que globalement, on est face à Antonelli qui est toujours un petit peu dans le dur. La pause estivale semble pas avoir réglé ses problèmes, et notamment un manque de confiance quand même qui me paraît assez criant quand on voit ses qualifs. Je trouve qu'il est plus loin de Russell qu'il était en début de saison, parce qu'on a l'impression qu'il est un peu plus tétanisé devant l'enjeu, là où justement je trouve que Hadjar pas du tout. Je Alors, ouais. je trouve qu'Antonelli, on dirait qu'il a un petit peu. Il sent que sa saison lui glisse entre les doigts et on sent que ça le touche. Je sais pas ce que tu en Alors, en penses. qualif, en Q2, il y a un dixième et demi, enfin un dixième, 7 quoi, à peu près, entre Russell et Antonelli. Donc, c'est pas. Bon, le peloton est tellement serré, mais c'est pas extrêmement choquant, je trouve. L'écart en qualif était pas catastrophique. Loin de là, pour Antonelli, c'était plus dans la marge qu'on attend, c'est-à-dire dans les 2 dixièmes. Mais sa course, elle était plutôt bonne aussi, relativement. Parce qu'il avait fait une bonne remontée. Hein, lui, bah, il aurait pu faire aussi quatrième, voire troisième, hein, s'il était allé jusqu'au bout. Mais voilà, on parlait des âges tout à l'heure. Hadjar, il a 20 ans et 11 mois. Anthony, il a 18 ans et Mm. 11 mois. Quoi, hein. Il a fait, il 19 est, pas- maintenant, il a ouais. fait- il est passé, oui, il est passé direct en. Oui, oui, pardon, il est juste 19 ans. Il est passé direct en F2, Mm. sans passer par la case. Voilà, hein, c'est en sautant une étape. Et directement dans la case de fin, c'est quand même très, très précoce. C'est quand même très très précoce et c'est peut-être une saison trop tôt. En tout cas, on peut avoir ce doute légitime-là. Donc il vaut mieux que ça arrive maintenant lorsqu'il ne joue pas le titre, effectivement. Hein,
Mais oui, c'est trop fragile, hein. Mm. Ça reste encore trop fragile. Ça reste encore trop optimiste. Donne l'impression de ne pas avoir encore tiré tout à fait les leçons. J'aime pas trop le discours de Toto Wolff qui le surprotège en disant c'est ce qu'on attend de Ouais. lui, d'être agressif. Bon, il y a un peu de déni, un petit peu. Ou bon, je comprends la volonté de le protéger, hein. Peut-être qu'ils se disent autre chose. Voilà, après Anthony, c'est quelqu'un d'assez lucide sur lui-même, hein, d'assez classe parce qu'il est allé s'excuser tout de suite. C'est très bien où sont ses problèmes. Mais voilà, il est crevé. Il a dit lui-même, voilà, très j'étais crevé. On se souvient de son Grand Prix à Imola qui était catastrophique en termes de gestion parce que il a invité ses copains de lycée, il y a eu 10 000 sollicitations médias, donc c'est sûrement sympa, mais Mm. ça l'a explosé. Et à Complètement. partir de là, voilà, ça l'a. Donc il y a peut-être aussi de la gestion à revoir chez Mercedes. Il ne faut pas oublier que c'est un pilote donc, qui est monté sur un podium, qui a survolé quali sprint et un sprint cette année. Donc il est intrinsèquement rapide. Voilà, faut pas qu'il se brûle les ailes parce que ils sont très rapides. Moi, sa carrière, je pense qu'on est parti pour voir sûrement Antonelli 20 ans, enfin une grosse quinzaine d'années en F1, donc il a vraiment tout le temps. Et il vaut mieux qu'il fasse ses erreurs maintenant que l'an prochain, si Mercedes peut jouer le titre. Mais franchement, ça fait quand même beaucoup de bourdes, quoi. Ça en fait trop Ouais. pour un pilote de pointe. Là où je suis d'accord avec Wolf, c'est que c'est important de ne pas les refaire, ces bourdes-là. Il faut qu'il arrive à comprendre les conneries qu'il fait, qu'il les refasse pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que il a l'air, ouais, il a l'air finalement assez friable mentalement, et je pensais que Mercedes avait mieux préparé. Euh, on sait qu'il a fait 9 000 km au volant d'une F1 avant d'arriver en Formule 1, donc Voilà, Scadjar n'a pas eu le droit à ça, ce hein. qu'Adjar n'a pas eu le droit à faire. Et il est rodé. Mais pour autant, on sent que là, et c'est pour ça que c'est vraiment, je pense, mental, c'est que on sent que le blocage est ailleurs que sur le pilotage pur. Le pilotage pur, il est excellent et on le sait. Et en plus, il est quand même face à Russell qui, pour moi, est souvent sous-estimé comme pilote. Et je pense que Russell est toujours dans le top 3 des meilleurs pilotes du plateau. Euh, donc c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il est pas face à un Verstappen ou face à un champion du monde. Et du coup, tout le monde dit ouais, il est loin de Russell. Mais en fait, Russell, pour moi, c'est le niveau champion du monde sans problème. Et, euh, et du coup, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que Mercedes l'a amené en Formule 1 avec cette idée de dire de toute façon, on est OK sur le fait qu'il fasse des erreurs sa première année, on l'amène jeune, donc c'est normal. Mais il faut pas que ça devienne. En fait, c'est bien que ce soit un leitmotiv, mais il faut pas que ça devienne une excuse. C'est-à-dire que Mm. là, hier, Wolf s'est repris lui-même parce qu'il a dit on veut qu'il fasse des erreurs, et après il a dit enfin, ce serait mieux s'il n'en faisait pas. Et Mm. pour moi, c'est exactement la différence et la limite qu'ils doivent poser. Et c'est important qu'Antonelli sache qu'il doit plus refaire ces erreurs-là. Et à partir du moment où Wolf dit on veut qu'il fasse des erreurs, c'est que ça va déjà trop loin dans la protection. Là, je te rejoins totalement. C'est que c'est pas un discours que tu peux tenir avec un pilote. Il Oui. n'y a aucun pilote qui doit être traité comme ça en Formule 1. On est en Formule 1 quand même. S'il fait des erreurs et qu'il en fait trop, c'est qu'il n'était pas prêt. Il faut assumer le fait qu'il n'était pas prêt et potentiellement lui donner. Enfin, j'ai des exemples de très bons pilotes, hein, Alonso, Mm. Massa, c'est des pilotes qui ont fait une saison en F1. Ils sont repartis, ils sont revenus 2 ans plus tard pour leur bien. Alonso, bon, il était très fort, mais il avait Mm. besoin de roulage en plus, il avait besoin de maturité. Massa avait vraiment des gros problèmes de maturité qu'il a réglés. Et bah pourquoi pas, je veux dire, au bout d'un moment, il faudra réfléchir à ça Ouais, aussi. ouais. Parce que, C'est risqué, hein, ça va vite la F1 quand même aujourd'hui. ouais, ça va vite, mais en même temps, Wolf est tellement. Enfin, Wolf est totalement décisionnaire, et finalement, s'il prend ce plan-là, il peut le faire. C'est un peu comme Briatore à l'époque, il est manager et directeur, donc il peut très bien Mm. dire je le fais sortir une année pour le faire revenir. Alors, on n'en est pas encore là, mais il faudra réfléchir à un moment à une solution pour casser cette mauvaise dynamique dans laquelle se trouve Antonelli, parce que clairement, il va Ouais. pas en sortir tout seul. Et ils avaient réfléchi à une solution, hein, ça s'appelait Verstappen, selon Russell. Oui, sauf que C'est-à-dire, la solution, moi je pense qu'elle aurait dégagé Russell et pas Antonelli, mais bon. ah non, bon, c'est pas ce que disait Russell. Ouais, mais bon, Russell, c'est en même temps, je pense il est pas forcément objectif sur le dossier, on va dire. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un peu. Là, on est face à un pilote qui, de toute façon, a le potentiel d'un champion du monde, d'être parmi les meilleurs, etc. Mais il faut que. C'est la responsabilité de son équipe. Il faut qu'il enraye cette chose parce que lui, il a clairement pas les moyens, il a pas les capacités d'enrayer ça tout seul. Parce que. Voilà, moi, ouais, il est quand même hyper jeune, hein, faut se Bah, rappeler bien sûr. Verstappen, même à ses débuts, hein, il était énervé, il cassait des voitures, voilà, on se rend pas compte, il a sauté la F3, alors évidemment, il a une énorme expérience en karting, Oui. 9000 km, mais voilà, hein, c'est un grand documentaire, c'est vraiment un lycéen qu'on a jeté dans une F1 aussi, alors hyper Ouais. préparé, etc., mais tellement jeune, la F1, c'est tellement compliqué que
Voilà, je pense que il faut, voilà. Non, le plus important, c'est qu'il ne se brûle pas les ailes. Non. Il va commettre encore d'autres erreurs, c'est sûr. En karting, il éclatait tout le monde. Hein. C'est quand même un joyau assez exceptionnel. Voilà. Et encore une fois, en Q2, il était 1,8 dixième derrière Russell. Oui, C'est il pas est pas très loin. grand-chose. Non, Hein. non, non, mais c'est pour ça. Hein, pour moi, il y a zéro problème de performance et de capacité de pilotage. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est purement du mental. Alors, par contre, à Tchoum, tu dis, si on le laisse, on a un deuxième chien fou sur la piste comme était Verstappen. Pas du tout. On n'est pas du tout dans le même type de pilote. Moi, Verstappen, je t'encourage à revoir ses 4 premières saisons en Formule 1. La vraie saison où il gagne de la maturité, c'est 2018, où il se rend compte qu'il fait connerie sur connerie, parce qu'il en fait pendant les 6 premières courses de la saison. La 7ème, il menace un journaliste de le frapper. Et je pense que là, il s'en est pris une belle, je pense qu'il s'en est pris une belle par Marco ce jour-là, parce qu'à mon avis, il s'est allé trop loin. Et c'est ce jour-là où il a commencé à arrêter de faire ses conneries et où vraiment il a changé de discours et de manière d'aborder le truc. Et on en était à sa 4e saison en Formule 1. Il y a eu, c'est ça, 15, 16, 17, c'était 2018. Et Ocon aussi. Oui, encore ça, c'était en fin de saison de la même saison, tu vois. Donc il a été très, très, très. Très immature longtemps. Faut oublier que 2016-2017, il fait énormément de conneries en piste, à sortir des gens de piste, à déboîter devant les gens, à faire n'importe quoi au freinage. 2019, il continue. Bon, il a continué encore tard, hein, mais ça voilà, c'est son caractère. Apparemment, ça ne changera pas. Mais il y avait une immaturité dans la manière de le faire et de la manière de ne pas l'assumer qui était très importante. Et pour autant, Antonelli, on n'en est pas du tout là. On n'est pas du tout sur un même profil de pilote. On n'est pas sur un pilote qui va être dangereux, qui va être... Ce qui montre aussi sa fragilité mentale, peut-être, c'est les 5 secondes, parce qu'il est allé trop vite dans la ligne des stands et il a dû être perturbé peut-être par son accident. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiète aussi un petit peu. Oui, effectivement, il est trop fragile, mais en même temps, c'est compliqué, hein. Jeter comme ça dans le grand bain, oui, puis avec sa bonne gestion derrière. 19 ans, il suffit d'être un peu... alors moi, je pense qu'il est un peu... Voilà, à mon avis, c'est quand même... Humainement, il doit être très, très calme et très cool. Et la F1, c'est la guerre, hein, littéralement, dans le sens où c'est une guerre médiatique, c'est une guerre politique, c'est une guerre sportive. Et j'utilise le mot guerre pas pour rien, parce que c'est vraiment une bataille de tous les instants pour les pilotes. C'est-à-dire qu'ils doivent être tout le temps... Enfin, même on prend Hadjar, on l'encense et on dit que c'est évident qu'il a chez Red Bull, mais il ne faut pas oublier qu'à la pause estivale, donc il y a 4 semaines, il y a une course, on disait il commence à être un peu en retrait face à Lawson, il va falloir qu'il fasse gaffe s'il veut un jour avoir sa promotion. Et tout va tellement vite que Antonelli nous fait un podium chez lui en Italie, tout sera oublié. Hein, donc il faut, et lui-même sera sûrement dans une autre dynamique. Donc il faut rester calme, il faut pas... voilà. Mais je pense que c'est à Mercedes, là, aujourd'hui, de le protéger. C'est à Mercedes. Puis voilà, notamment dès le prochain Grand Prix, chez lui, ouais. En Italie, seul pilote italien. Alors peut-être qu'il va perdre la nationalité italienne suite à son crash avec Leclerc, mais voilà, il faudra faire attention. Du moment qu'il fait pas ça. Attention à le protéger, quoi. Ouais. Oui. C'est sûr, attention, voilà. Attention à le protéger aussi. Mais justement, Mercedes n'ayant pas du tout fait ce qu'il fallait à Imola, c'est à eux aussi de tirer les leçons, parce qu'on peut pas, et là c'est aussi l'engagement de Toto Wolff, ils ne peuvent pas laisser Antonelli gérer tout seul. Et ils sont obligés ils ont pris un gamin de 19 ans, hein, parce que ça reste, encore une fois, comme tu as dit, c'est un lycéen qu'on jette en Formule 1. Il faut qu'il le drive, il faut qu'il l'encadre, il faut qu'il le protège. Et là, pour moi, la spirale dans laquelle il est, si elle dure, c'est vraiment de la faute de Mercedes. Et notamment de Wolff, qui en fait, l'a beaucoup mis en avant qu'il arrive, l'a beaucoup mis en avant quand il est arrivé, l'a beaucoup mis en avant chaque bon résultat. Et voilà, ça me fait penser un peu à sa pole au sprint à Miami, c'est-à-dire qu'il fait la pole au sprint, c'est l'euphorie. Alors Wolff, il dit, t'emballes pas, il reste encore beaucoup à faire, mais finalement, dès le départ au sprint, il fait une erreur. Et même si le lendemain, ça va bien aussi, etc., il y a quand même ce côté où finalement, il y a toujours un truc qui montre que l'entourage ou le contexte ou quoi fait qu'il y a un petit couac à chaque fois. Et je pense que pour moi, il n'y a que du mental, parce qu'encore une fois, le talent est là, mais il faut que Mercedes et notamment Wolff agissent pour l'encadrer. Oui, je suis d'accord. Il faut un Helmut Marko. Ah ouais, il est consultant en plus. Il peut peut-être venir faire un petit stage de 3 mois. Ouais. Jar a l'air bien, donc il n'a plus besoin de Helmut. Du coup, on va appeler Helmut pour ce pauvre Kimi.
Il en verra sûrement dans un camp pour choper le Covid ou un truc comme ça. Euh, On va passer à Williams, qu'on n'avait pas vu à pareille fête depuis un petit moment, avec la 5e place d'Alex Albon, la 13e de Carlos Sainz, alors qu'il était devant son équipier en qualif, alors qu'il était devant son équipier en début de course. Tout semble aller contre ce pauvre Carlos. C'est vrai que j'ai tendance à dire souvent que c'est de sa faute, mais là, il faut bien dire ce qu'il y a. Il est quand même assez maudit. C'est Ouais. pas sa saison, c'est pas. Il a dit ça résume bien ma saison. Donc, on va d'abord vite fait faire un petit passage sur Albon. Pas très bonne Bah, qualif. ouais, oui, très énervé, hein, très, très, très énervé durant sa qualif, puisque Mm. Williams n'a pas mis ses pneus à la bonne température. Donc, alors, la bonne, il a l'air calme comme ça, mais la plupart des radios qu'on entend de lui, Ouais. ce serait un Nadja, on lui ferait un mauvais procès. Là, Albon, c'est comme il a l'air, là, c'est extra, mais Mais Albon, après, il a Albon, chaque Albon radio. a toujours cette façon de le dire quand même de manière très polie, même s'il s'énerve. Oui, mais Et... alors, très énervé, hein, Ah quand ouais, ouais, même, par on le contre, sent. il Et est il en relou. peut plus. Ouais, et sans doute pour des bonnes raisons, hein, sinon pas chauffer ses pneus, Oui. c'est sûr, mais en même temps, tant mieux, ça montre qu'il est compétitif. Et il a prouvé effectivement en course, hein. Il fait un Grand Prix qui est remarquable, hein. C'est déjà sa 5e place, si je ne m'abuse. Ça fait quand même des gros, gros points Ouais. euh, pour Williams, et il en fallait alors qu'Aston Martin marque 10 et Racing Bull 15. Oui, sa course, bah, il part loin, il gagne une place parce que Bartolomeo voit son départ. Il fait un départ quand même génial, hein, un premier tour génial, hein, puisqu'il dépasse, je crois, Gasly, Tsunoda. Il Hmm. gagne, il est déjà dans le top 10. Hein. Bah, en fait, oui, c'est ça, il part 15e et il a dit, c'est comme si il a comparé ça aux vagues qui s'écartent devant lui. Il a dit, tout le monde est parti à Ouais. l'intérieur ou à l'extérieur et moi je me suis retrouvé au milieu avec une. Ah, Et en fait, il a c'était gagné 5 Moïse. places. Ouais, c'est ça, il a gagné 5 places au départ. Ouais. C'était Moïse au Et Grand ce qui Prix a tout changé d'Égypte. d'ailleurs. Parce qu'il a dit, en fait, lui, il a dit, on avait une stratégie qui était ennuyeuse. Et il a dit, moi je partais 15e, donc je me suis dit, bah, de toute façon, il a dit, dès avant la course, je pensais déjà à Monza. Et puis il a dit, après, je me suis retrouvé 10e, et là, ça change tout parce que forcément, on se rend compte qu'il y a un résultat qui est potentiellement là. Et puis il a dit, après, bah, je sais pas ce qui s'est passé pendant la pause estivale, mais en gros, tout le monde était en mode chaos, donc du coup, ça a permis que. Il a dit, je me suis même pas rendu compte que j'étais passé de la 10e à la 5e place. Mais. Mais une course impeccable encore de sa part. Hein. Je trouve que, bah, comme à chaque fois, c'est le taulier hein, malgré tout. Même si Sainz n'a pas de chance, je trouve que Albon fait toujours ce qu'il faut pour faire mieux, quoi qu'il arrive en course. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et je trouve que Ah oui, aussi, non. le genre de coup de gueule, malgré tout, ça fait aussi de lui un leader politique dans l'équipe. Face à un Sainz qui est très politique, tu vois. Je pense qu'à mon avis, c'est pour ça qu'il n'hésite pas trop à pousser des coups de gueule aussi. Mm. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce qu'on attend de lui, hein, Mm. d'être un peu méchant, enfin. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que le profil de gendre idéal, c'est pas ce qu'on attend d'un pilote de F1. Non, bah, non pas qu'il faille être désagréable, agressif ou quoi. C'est juste qu'il faut que, en fait, les pilotes sont aussi un peu. On attend un peu d'eux un rôle de leader. Et un rôle de leader, c'est savoir dire quand ça va pas. Mm. Mais bon, c'est vrai que son ingénieur, du coup, en prend un petit peu pour son grade de temps en temps. Néanmoins, ce samedi-là, c'était totalement justifié. Ouais. Euh, et Carlos Sainz, du coup, bonne qualif. Il part 9ème, Q3, plutôt bien. Ouais. Et puis du coup, cette relance avec Liam Lawson, où il est à l'extérieur, Lawson il se percute. Alors c'est vrai que lui revient un petit peu sur Lawson. Et Lawson lui laisse pas de place. Pour moi, c'était... Enfin non, je te laisse te dire ce que tu penses. Est-ce que tu penses que les 10 secondes étaient méritées? Est-ce que tu penses qu'il fallait une pénalité pour Sainz? Bah, si on suit les règles, pour moi, je trouve que c'est plutôt justifié comme pénalité. Ce qui est paradoxal, c'est que les règles ont été réécrites avec l'aide du GPDA, dont un certain Carlos Sainz est directeur. Et voilà, c'est ça un peu le problème, c'est que voilà, les règles, c'est qu'on a des dépassements extérieurs, donc il faut avoir son essuie avant, il faut être devant, quoi. Si je résume au Mm. point de compte, il faut être devant notre voiture. Si on dépasse par l'extérieur, c'est la règle numéro 1, tout en pouvant négocier le virage. Et ben Sainz, il n'était pas devant. Non. Il n'était pas devant, et donc l'ironie, c'est que les règles qu'il a lui-même contribué à rédiger lui donnent tort. Alors après, on peut critiquer les règles, effectivement, hein, vu l'application des règles, il y a la loi et l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, il plaide pour dire que cette pénalité est absurde. La loi, pour moi, je me mets à la place du commissaire, je vois le règlement, et désolé, mais je ne vois pas ce que je peux faire vraiment différent, à part peut-être mettre 5 secondes à la limite.
Mais pour moi, Sainz, il n'a pas respecté ces règles-là. Donc, j'ai pas été. Alors, moi, j'étais choqué par les 10 secondes, mais les 5 secondes, j'aurais pas été choqué. Voilà. Voilà. Et le problème, c'est qu'il faut peut-être encore changer les règles, mais là, on est toujours dans une direction sans fin. Est-ce qu'il faut des règles écrites? Est-ce qu'il faut laisser plus de liberté au commissaire? Donc, c'est toujours le maelstrom. Voilà. Je pense que 10 secondes, c'était trop. 5 secondes, oui, vu l'application des règles. Voilà mon avis, quoi. Ouais. Bah, moi, je suis un peu partagé parce que je trouve que Lawson n'est pas en contrôle de sa voiture. Il y a un vrai sous-virage de sa part et il dérive vers l'extérieur. Mais effectivement, j'aurais pas été choqué d'un incident de course. Mais comme Oui, tu dis, si on prend la règle au pied de la lettre, et si oui. on prend l'esprit de la règle aussi, euh, à partir du moment où, en fait, là, le problème, c'est qu'il a même pas son museau au niveau de l'élan, il est quasiment au niveau du plancher du ponton. Et dans ces cas-là, s'il n'y a pas la place, c'est à lui de freiner. Et là, il freine pas, il continue d'accélérer. Et en plus, il met un coup de volant, c'est net. Le moment où il y a le contact, c'est lui qui met un coup de volant vers la droite. Donc, Mm. effectivement, je trouve qu'il s'est un peu emballé. Alors après, je suis d'accord que Lawson est quand même assez coutumier du fait. C'est pas la première fois. Ouais, ouais, ouais. Mais à aucun moment, Lawson, pour moi, ne fait un truc qui soit pas dans le règlement. S'ils étaient côte à côte, si vraiment Sainz avait été même pas devant, mais au moins à sa hauteur, là, tu as le code sportif international qui rentre en compte où on dit il faut laisser la place à la voiture, à une voiture d'écart. Mais là, c'est pas le cas. Donc, effectivement, Mm. et c'est un peu le bordel de leur histoire du règlement avec le fait que la voiture doit être devant au point de corde, etc. Mm, mm, Ce qui mm, d'ailleurs avait été aussi désavoué par la FIA sur une manœuvre de Verstappen à Jeddah. On se rappelle mm, mm, il rate volontairement son virage pour être devant au point de corde. La FIA lui a dit il faut arrêter les conneries et il s'est fait pénaliser. Mais, mm. mais effectivement, je trouve que Sainz a été assez violent. Il a dit qu'en tant que directeur Ouais, du GPDA, il voulait revoir ça avec la FIA et tout. ouais. Ouais, comme tu dis, c'est un peu lui qui a Ah, contredit. et dans le feu de l'action, bon, même après, Mm. voilà, mais j'aime pas trop ce passage où il a entendu qu'il est comme je suis directeur de GPDR, etc. Là, je devrais avoir un traitement. Enfin, je vais réfléchir à ce que je peux faire comme directeur de Ouais. GPDR. Voilà, c'est bon. Après, c'était le jour même. Oui, mais c'est vrai que c'est rare. On n'entend pas souvent ça de la part d'un directeur du GPDA. Enfin, moi, je me rappelle pas l'avoir Ouais, entendu de la part ouais, de ouais, c'est Russell, vrai, c'est Vettel, vrai, Grosjean. c'est vrai. Aucun l'a dit comme ça et c'est un peu. J'aime pas trop, ouais, comme toi. Je suis un peu. Ça me laisse un peu Après, perplexe. c'était peut-être dans le feu d'action. Il est saoulé par cette année. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, Euh, c'est sûr que là, il était content. Il allait faire une course. Enfin, il avait potentiellement la possibilité. En plus, il voit Albon qui finit cinquième. Il ouais. sait qu'il avait la possibilité de faire une bonne course pour relancer sa saison. Et encore une fois, il se fait Il rattraper par la a, ouais. malchance. Il a, Voilà, mais. il a marqué 16 points hein, contre 64 pour Albon. Hein, donc, Ouais, ça tourne au carnage. ça fait 4 fois plus de points pour Albon, quoi. Puis il est très très loin dans le classement, en fait. C'est ça aussi. Ah bah, il est devant Bortoleto et Tsunoda et Colapinto et Douane. Et Douane. Ce pauvre Douane qu'il ne faut pas oublier. Réhabilitons Jack Douane. Même si personne ne le fera. Effectivement, après, je suis assez d'accord avec ce qui se dit dans le chat, c'est que c'est un peu chiant que certains trucs soient jugés à la seconde et d'autres soient jugés après la course. Ouais. Sachant que, CF Hamilton. voilà, Hamilton, qui effectivement, j'ai vu la vidéo, fait n'importe quoi. Il rentre comme un bourrin dans les stands et en passant à quelques mètres des gens qui sont sur la grille. Et donc, il est pénalisé pour ça. Et honnêtement, pour moi, c'était pénalisable, mais à l'instant T. Et Ouais. la pénalité tombe 4 heures après l'arrivée. Enfin, c'est vraiment. Comme Russell Leclerc, hein, l'incident, il a été jugé après la course. Ouais, parce qu'ils On ont l'a sûrement oublié voulu parce entendre. que. Mais pourquoi, du coup, là, ils veulent entendre les pilotes alors que pour moi, Leclerc est. En plus, ils disent incident de course, mais on y reviendra. Pour moi, Leclerc est en tort. Et, et ouais, non, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Enfin, encore une fois, bon, en même temps, Ouais, la on FIA, il y a toujours parlera de quoi de. dire. Hein. Mais là, c'est vrai que le jugement de Sainz, c'était un peu. Les 10 secondes sont peut-être un peu sévères. Et puis. Ouais, sévère. Et Et puis moi, 5 secondes pour moi, c'était ouais. pas injustifié, mais 5 j'aurais pas secondes, été c'était choqué non entendable. plus. 10 secondes, c'est vraiment provoquer un accrochage de manière à harponner quelqu'un et tout. Et je trouve que c'est un peu plus. Faut que ce soit un peu plus net comme action. Après, Sainz est espagnol, hein, comme dirait Alonso. Oui, oui, bah bien sûr, il aurait été britannique, il aurait pris 5 secondes. Non, il aurait été autre chose que l'espagnol, il aurait pris 5 secondes, il aurait été britannique, il aurait pas pris de pénalité, c'est Lawson qui aurait été pénalisé. Bah, on y reviendra à Alonso, mais lui aussi il était bien énervé. Hein. Mais on va d'abord parler de Haas.
Ouais. Alors, As, ils ont converti une qualif catastrophique un samedi horrible, puisque du coup, ils étaient 18 et 19 au classement. Berman, de la voiture, ils ont tout changé sur la voiture le samedi soir, donc ils ont brisé les règles du parc fermé. Mhm. Il a été renvoyé au départ des stands. Ocon partait 18e. Donc, autrement dit, Mhm. sur une course à Zandvoort, ça semble quand même compliqué pour faire un résultat mieux que 15e. Et finalement, Berman termine 6e, Ocon termine 10e. Ils ont fait un départ en pneus durs qui, je pense, au départ était motivé par le risque que la pluie arrive, parce qu'ils se sont dit qu'il fallait ne pas faire d'arrêt jusqu'à la pluie. Mais en fait, ça s'est très bien passé pour eux, parce que l'enchaînement des deux safety cars leur a permis de profiter de la deuxième safety car pour faire leur seul arrêt. Mhm. Et Alors, ouais, elle a plus profité à Verman, hein, parce qu'Ocon, il oui, s'arrête Ocon s'arrête un peu avant, mais il a dit de toute tout façon début. il a dit c'était Ouais. l'un ou l'autre, parce qu'en fait on était obligé de s'arrêter sur ces tours-là, c'était vraiment la fenêtre. Et en fait, il a dit si je m'étais arrêté après, c'est moi qui aurais bénéficié, mais il Mhm. pouvait pas faire, il pouvait pas, les deux pouvaient pas en bénéficier en tout cas. Ouais. En tout cas, un Grand Prix typique de As, c'est-à-dire des qualifs Qatar, Mm. et une course où ben voilà, on remonte la pente, on ne sait pas trop comment, mais ils y sont arrivés encore une fois. Mm. Bravo, voilà, bravo aux stratèges, hein, de As pour le coup, qui sont pas loin d'avoir les meilleures stratégies Ouais. du dimanche. Alors évidemment, quand on part de très bas, c'est plus facile. Mais voilà, hein, ils sont allés encore chercher des points qu'on pensait jamais possibles, hein. Et on Ouais. fait avec Berman qui signe son meilleur résultat Et en oui, F1. meilleur que sa septième place chez Ferrari quand il avait remplacé Sainz à Mm. Jeddah l'an dernier, Ouais. qui était jusque-là son meilleur résultat. Et donc au classement, hein, ça permet à As de. Bah, ils sont toujours 9e, hein, 44 points, mais ils reviennent sur Berre à 7 points. Donc ça. Puis ils larguent un peu plus Alpine, hein, qui est vraiment plus Alpine, que jamais bonne derrière. ouais, Alpine on en reviendra, mais on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont la moitié, ils ont moins de la moitié des points de Haas, hein, donc là ça Ouais. devient catastrophique pour Alpine. Ils ont le même nombre de points que Lawson. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que ça fait assez mal. Et Et non, non, bah, pour As, voilà, bah, Ocon fait quand même un très bon, enfin, un bon week-end, hein. hmm, Il est devant Berman en qualif, même si c'est très très loin. Et il n'a pas de chance en course, hein. Il était devant, hein, juste avant, et donc il aurait fait 6 ou 7. Enfin, il aurait fait la ouais, même position que Berman, clairement. Donc il était peut-être le meilleur pilote à As, mais le moins chanceux. hmm. Et bon, c'est dommage parce que paradoxalement, le fait d'avoir été devant Berman, c'est lui qui s'arrêtait en premier. Bah c'est ça. Voilà, C'est vrai comme que c'était pas quoi. de bol, mais ouais, de toute façon, Ocon, pour moi, il est super solide, hein. Alors, c'est vrai qu'il est un peu critiqué parce qu'il se fait souvent battre par Berman en qualif, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'il se fait battre par Berman en qualif, il est largement devant en course. Donc on sent qu'il y a quand même une espèce de meilleure gestion des week-ends globales. Et, euh, et à côté de ça, il fait vraiment un taf, je pense, de taulier, enfin de leader. Et Mm. Berman est très rapide, encore une fois. Il n'y a rien à dire sur Berman. Je pense que c'est un très bon choix. Mm. Ouais, non, mais As, ça marche bien. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont 9e du classement, mais ils sont à 16 points du 6e, hein, donc, bon, ils sont à 36 points du Ouais. 5e, mais ils sont à 16 points du 6e, donc c'est pas. Mm. Avec les grands prix qui arrivent et avec les possibilités de week-end un peu fous qui peuvent se produire, encore une fois, on a toujours. Après, voilà. Je ne les vois pas faire un week-end à la Nadja, c'est-à-dire quatrième à la régulière. En Il Chine, leur ils font manque un 5, hein. peu. Oui, oui, c'est vrai. Mais En Chine, je Ocon pense fait qu'il en 5. manque. Mm. Je sens qu'il en manque un tout petit peu quand même à cette voiture pour être au niveau des meilleurs meilleurs. Notamment, Oui, elle est trop irrégulière. Puis effectivement, il y a des qualifs qui sont cata, mais ça reste une très bonne équipe de peloton, hein, ouais. Mais avec deux très bons pilotes. là où je te rejoins, c'est qu'il y a un vrai gros manque de régularité qu'on n'a pas chez Racing Bulls, par exemple, et qu'on n'a pas chez Williams, ou voilà, après, on l'a chez Aston, mais Aston est Ah, un on peu. l'a eu un petit peu chez Williams quand même ces dernières courses, hein, mais Ouais, effectivement, mais Williams, c'est parce qu'ils ont. Ouais, c'est vrai que Williams, ils ont complètement arrêté de développer aussi. Ils ont peut-être moins de pièces spécifiques. Mais Mhm. je trouve que chez As, en fait, les hauts sont quand même bien hauts parce qu'il y a des très bons week-ends Oui, oui, et oui. les bas sont très bas. Et on l'a vu à Spa où ils ont eu la chose en 2 jours, quoi. Le samedi, ils font 5 et 7 et le dimanche, ils sont nulle part. Et Mhm. je pense que ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, Mhm. effectivement, comme le dit Yachou, mes retours techniques de Ocon va largement se Berman. Je pense qu'ils sont même beaucoup plus hauts, hein. Oui, Ocon, il faut oui, pas oublier que Ocon, j'avais eu en interview fin 2022, il était content qu'Alonso parte parce qu'il me disait qu'il faisait quasiment tout le travail de simulateur chez Alpine. Il m'a dit qu'il faisait oui. 90. Il m'a dit je fais environ 98% du simulateur. Mhm. Et donc en fait, bah, alors oui,
Alonso avait de très bons retours et tout, mais n'empêche que celui qui a été habitué à travailler comme un sagouin dans le simulateur, c'est lui. Il avait fait aussi chez Mercedes à l'époque où il était troisième pilote en 2019, où il passe tous ses week-ends à travailler dans l'ombre d'Hamilton et Bottas. Donc les retours techniques d'Ocon sont très 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 importants. Il ne faut pas oublier qu'il a quasiment 10 saisons de F1 dans les pattes, donc en tout cas il a 10 ans dans des équipes de F1. Et au niveau expérience, il est largement au-dessus de Berman. Hein. C'est pas qu'il valse, c'est pas que ses retours valent ceux de Berman, c'est qu'il est largement au-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Berman est très rapide et pour moi, c'est un très bon pilote d'avenir pour Haas. Après, à voir si ça le mènera jusqu'à Ferrari. Mais dans l'idée, lui aussi, il est jeune, donc c'est pas à exclure du tout. Oui. Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr, oui. On va passer en parlant de jeunes pilotes dont l'avenir est incertain, on va passer à Lance Stroll. Non, je rigole évidemment, mais alors ce week-end a été particulièrement chaotique pour Aston Martin, ou je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais pour résumer, la voiture vaut la deuxième force du plateau le vendredi, mais Lance Stroll se met dans le mur le vendredi après-midi. La voiture vaut 4/5e force du plateau le samedi, mais Lance Stroll se met dans le mur l'après-midi. Ils partent donc, lui part dernier, Alonso part 10e, donc un peu décevant, mais Alonso avait pas l'air surpris, donc je pense qu'ils ont roulé avec peu d'essence vendredi. Et puis alors on sait pas trop comment, mais Stroll finit 7e, Alonso 8. C'est là aussi encore un peu comme un Berman, comme un Ocon ou quoi. Stroll est parti de loin et finalement il a bénéficié du fait de rien avoir à perdre et de prendre des risques stratégiques au moment où c'était un peu compliqué. C'est lui, effectivement, et comme il est parti 19e, c'est grâce à l'undercut. Hein, c'est lui qui s'est arrêté le premier, je crois, pour passer très tôt, deux arrêts. Et l'undercut était quand même très puissant parce qu'il est sorti devant Alonso. Donc tout le monde avec Stroll a réalisé combien l'undercut était très puissant sur ce circuit dans des conditions pas évidentes. Et c'est ça qui a changé sa course. Hein. C'est vraiment ça qui a changé sa course, c'est la stratégie et le fait de s'être planté en qualif, quoi. J'ai envie de dire. Voilà, c'est. Sur sa course, pour le coup, il a fait une excellente course. Oui. Il a fait une excellente course. Et le reste du week-end qui était catastrophique. Bon, il a peut-être compris que c'était le dimanche qu'on marquait les points. Donc, comme dit Zohan, Stroll avait tout prévu. Il creuse son avance sur Alonso, championnat du monde. Ils étaient à égalité juste avant le week-end. Et voilà, et il est 2 points devant Alonso. Donc ça montre que Stroll, vraiment, c'est un racer du dimanche, quoi. L'histoire est en marche et j'irais même jusqu'à dire, est-ce qu'Alonso ne serait pas finito, lui qui était tellement devant ses équipiers jusque-là, qui cale complètement face au génie. C'est ça, ou alors c'est la carrière de Stroll qui, après 8 saisons à se chauffer. Ça y est, il est au taquet, là, ça y est. Et il va nous exécuter Alonso en une saison. Alors, faut pas oublier qu'en qualif, on est sur une série de 28-0 pour Alonso. Et c'est vraiment un 28-0. Et je crois qu'on est sur du 53-8 sur l'ensemble de leurs affrontements. Mais mais il sera temps Stroll pour l'an prochain jouer le titre avec Nivelle et être champion du d'autant que les points se jouent le dimanche. Hein, donc, clairement, il a l'air d'être meilleur à ça. Donc, effectivement, petite pièce pour les plus comment dire, plus courageux d'entre vous. J'espère qu'il n'a pas frappé les mécanos de Aston Martin parce qu'elle ne réparait pas sa voiture assez vite la deuxième fois. Bon. Non, c'est vrai. Là, c'est difficile à voir Stroll parce que est-ce qu'on prend en compte le dimanche qui était très bon, le reste du week-end qui était catasse. C'est l'histoire. Je crois que c'est vraiment la question qu'on posera à la fin de sa carrière. Qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend ses coups de génie ? Est-ce qu'on prend, parce qu'il y a eu des coups de génie de Stroll. Est-ce qu'on prend ces longues séries de courses où il fait rien ? Est-ce qu'on prend c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Moi, Stroll, pour moi, ça tourne à l'énigme, mais néanmoins, je pense quand même que Aston Martin, et je pense qu'avec un New Way qui maintenant a des billes dans l'équipe, ça va commencer à devenir compliqué de justifier sa place, peut-être encore l'an prochain, mais bon, en même temps, ça fait 4 ans qu'on fait cette émission, ça fait 4 ans que je dis ça, donc je sais pas. Peut-être qu'il sera encore là en 2032. Mais Alonso aussi, hein, il aura 52 ans. Il aura fait son 4e comeback chez Alpine. Il aura retravaillé un coup avec Briatore entre-temps. Non, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est bizarre, Stroll. Mais bon, le fait est qu'il ça aurait fait un très bon week-end comptable, en tout cas pour Aston Martin, qui sauve un peu les meubles parce que derrière, il y avait
toutes les autres équipes enfin toutes les autres équipes non, mais des équipes derrière eux ont marqué et ils auraient perdu la 6e place s'ils n'avaient pas marqué ces points-là. Donc Et pour donc, l'instant ça tient. et Alonso voilà, effectivement qui a démarré très très fort le week-end, Mm. sans doute en roulant avec moins de en tout cas il était seulement 10e au départ, ce qui était décevant. Premier tour Qatar, il se fait doubler par Albon et Antonelli et Tsunoda, Mais donc c'est la catastrophe. Et ensuite il allume à peu près toute l'équipe Aston Martin en disant voilà, je suis bloqué là, vous m'avez mis dans le trafic, faut changer de stratégie, et ça a plutôt bien marché, faut quand même reconnaître. Alonso a eu raison de secouer Aston Martin, puisque son deuxième arrêt lui a permis de remonter dans le trafic avec une 8e place. mm. Voilà, c'était vraiment un Grand Prix sans dessus-dessous, avec un mauvais départ qui lui a fait beaucoup de mal quand même. Voilà, on sauve les meubles là, quand même chez Aston Martin, double entrée dans les points. C'est la seule équipe avec As à le faire dans le peloton, donc mine de rien, il fallait le faire. Ouais, complètement. C'est vrai que c'était bien joué de leur part. Alors, Hacho me dit, dès qu'on se demande ce qu'il fait là, il fait un résultat pour nous faire mentir, on n'en sortira jamais. C'est exactement, ça résume très très bien sa carrière. Et Lambeau Diablo, vu le niveau du plateau, je pense qu'il doit s'accrocher pour avoir un podium. Il ne faut pas oublier que si la voiture fonctionne, il fera des podiums. Hein. Lance Stroll, il est opportuniste, et quand ça fonctionne, il est capable de faire des podiums. Il faut oublier qu'il en fait un dès sa première saison chez Williams. Il fait un podium, il fait une première ligne, enfin une 3e place, mais qui s'enferme en première ligne à Monza. Il fait un podium, il fait 2 podiums en 2020, Monza et Bahreïn. Alors ça, Sakir, alors certes c'est des grands prix où il y a des circonstances, mais le fait est qu'il les fait. Il fait une pole en Turquie. Et si la voiture l'an prochain, si Aston Martin pond une bonne voiture, Lance Stroll on le verra sur le podium. Alors peut-être pas tout le temps, pas autant qu'Alonso, mais on y verra. Et peut-être qu'un jour on le verra même gagner une course. En fait c'est ça le truc avec Stroll, c'est que c'est tellement une énigme qu'il peut très bien faire 3 ou 4 courses où il marquera pas de points, il fera rien, et la 5e course il la gagne, où il fait podium, et ce serait pas démérité. Alors certes aujourd'hui il fait tâche entre guillemets sur le plateau, parce que le plateau est d'une qualité énorme, mais moi je l'ai toujours dit depuis le début, un Lance Stroll dans les années 2000, il est top 10 du peloton, sans problème, parce que le niveau est quand même là chez Stroll. Et si c'est ça qu'on a comme moins bon pilote du plateau, ou comme moins prometteur et moins talentueux, ou moins de potentiel, bah ça va. Hein. Franchement, oui, ça va. Clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes hors F1 qui aimeraient bien avoir le coup de volant de Stroll. Oui. Ça, faut remettre aussi les choses là-dessus. C'est que Stroll, il irait en IndyCar, il serait dans le top, sans problème. J'aimerais bien qu'il gagne une course pour le voir sourire et faire une vraie interview de Lambeau Diablo. Mais tu sais que si tu écoutes son post-race, enfin son post-qualif en Turquie 2020, il est aux anges, il éclate de joie et tout ça. Et c'est un Lance Stroll totalement différent. Et même des fois, il y a des conférences de presse où il a fait des trucs très drôles et tout. Il déconne pas mal avec les autres pilotes. Il est très pote avec Ocon notamment. Et en fait, nous en France, on a un très mauvais traitement parce qu'il il en veut énormément à Jacques Villeneuve, hein, concrètement. Du coup, il déteste la télé française pour ça. Mais en soi, Stroll, des fois, il est pas très bavard, mais le vendredi, certains jeudis, il est plutôt bavard. Donc voilà, je pense qu'il a un déficit d'image qui est créé par le fait qu'il ne veuille pas, en France particulièrement, donner beaucoup d'interviews. Et en soi, je peux le comprendre, parce qu'il a quand même pris cher dès le début de sa carrière par Jacques Villeneuve, faut dire ce qui est. Voilà pour Aston Martin. On va passer à Alpine. Avec la 11e place de Franco Colapinto, c'est dommage, c'était pas loin, et la 17e place de Pierre Gasly, qui s'est arrêté dans le dernier tour, mais qui était dans les points avant, au moment de la deuxième relance, mais qui malheureusement avait des pneus de 36 tours, je crois, et c'est totalement effondré à la manière d'un Bortoletto aussi, et du coup ça n'a pas du tout fonctionné. Alors c'est dommage parce que Pierre Gasly fait encore un super week-end. Alors bon, il se qualifie 14e finalement, Colapinto 16e, c'est quand même assez loin, mais ils étaient 19 et 20e en essai libre 3. Clairement, je pense qu'on peut dire que la voiture n'était pas au meilleur de sa forme, Alex. Oui, c'est un peu la dépression. C'est donc, comme on l'a dit, ils ont 20 points et As en a 44. Donc ils sont moins de la moitié il y a un écart qui reste abyssal, et ils ont tenté, est-ce qu'ils ont pu effectivement
en restant avec les pneus très usagés en fin de course, ce qui n'a pas payé, voilà, cette voiture n'a pas assez de rythme, tout simplement. Et je pense qu'à Monza, ça risque d'être compliqué aussi. Voilà, à l'inverse de Haas, qui peut toujours sauver les meubles, on a l'impression que cette Alpine-là, en fait, elle est plus rapide en qualif qu'en course parfois. Mm. Et pourtant, elle ne fait pas des qualifs terribles. C'était très serré quand même en Q2. Ouais. Gasly, il est à 2 doigts de partir 12e. Mm. Donc, c'est un peu la dépression. Et Colapinto fait son meilleur week-end. Oui. Colapinto fait son meilleur week-end. Il finit dans le même 10e que Gasly en qualif. Et il est à 2 doigts de marquer ses premiers points, quand même en F1. Ouais. Avec une course qui était plutôt pas mal, avec des consignes de course aussi. Ils ont changé plusieurs fois avec Gasly, puisque Colapinto avait des tendres un petit peu trop usés. Mais voilà, il a fait sa meilleure course. Ouais, il a passé un bus, il dépasse Gasly naturellement. Ouais. Donc oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et après, il y a Gasly, parce que justement, ses pneus s'effondrent. Mais non, bon week-end de Colapinto. Franchement, je pense que c'était probablement son meilleur week-end chez Alpine, en tout cas. Ouais. Qui intervient après que Briatore l'a publiquement enterré, ou presque, en disant que j'ai déjà vu tout ce que j'avais eu à voir. Voilà. Ce qui sous-entend que Colapinto a quand même ses chances ras des pas de crête pour l'an prochain, même si Alpine n'est pas parvenu à tirer Pérez pour l'an prochain, ce qui prouve aussi le défaut d'attractivité de cette équipe-là. Voilà. Peut-être que si Colapinto fait ce genre de week-end plusieurs fois, peut-être encore une chance. Voilà. C'est peut-être ce qu'il peut se dire. Alors moi, ce qui me fait rire avec Briatore, c'est que si je peux résumer son interview du vendredi, grosso modo, si je résumais en 2 phrases, la première c'est Franco Colapinto est une merde, et la deuxième c'est on doit être bienveillant avec nos pilotes. Parce que vraiment, il a défoncé Colapinto, et après il a dit oui, on doit être plus patient, on doit plus les encourager, les soutenir, etc. Et là tu dis, mais mec, tu viens de l'enterrer publiquement, littéralement, 5 minutes avant. Donc voilà, encore une fois, le gros problème chez Alpine, c'est pas la voiture, c'est pas Gasly, c'est pas Colapinto, c'est pas Douane, ce n'est pas le directeur technique, ce n'est pas Steve Nielsen, c'est Flavio Briatore. Clairement, c'est le gros problème de cette équipe. Ça n'ira pas tant qu'il sera là, parce que de toute façon, il va continuer à saccager ce qui se fait à Enstone. Il ne saccagera plus ce qui se fait à Viry, puisqu'il a saccagé Viry. Il va continuer. Alors, le seul qui prend pas pour son grade, c'est Gasly, mais parce que il sait très bien qu'il a un pilote qui est largement au-dessus de ce que vaut son équipe. C'est-à-dire que concrètement, Gasly n'a rien à foutre chez Alpine aujourd'hui. Il faut dire ce qu'il est. Quand il est arrivé chez Alpine, c'était une équipe pour lui, parce que c'était une équipe qui était en progression. Oui. Je t'interromps sur Gasly. Briatore a quand même dit Gasly, s'il était plus concentré, il pourrait devenir un top pilote. C'était pas non plus hyper sympa. C'est vrai, il a dit ça quand déjà? C'était en mai-juin, je sais pas ça. Effectivement. Et mais Atchoum, dire qu'on critique le management Red Bull, ça n'empêche pas. C'est exactement la même façon de faire. On détruit les pilotes et puis après on s'étonne qu'ils soient friables. Pour autant, je pense que voilà, c'est la catastrophe, le fait que Briatore soit à la tête de cette équipe. Et effectivement, il essaye de là depuis un petit moment quand même. En plus, Gasly, il a un peu renvoyé chier aussi à cette époque-là. Il y a eu des tensions une ou deux fois de ce qui se dit. Et je pense que depuis, il se rend compte que son équipe ne va nulle part, qu'elle s'effondre, et que le seul mec qui tient tout ça sur ses épaules, c'est pas Briatore, c'est Gasly. Donc c'est pour ça qu'il se tait dessus, je pense. Et c'est pour ça, effectivement, Milton Lomas, qu'il a un peu retourné sa veste sur Gasly. Mais parce que Gasly, malheureusement, pour l'instant, il n'a pas d'autre solution. Comme demande Gilles Jérôme, il n'y a pas de solution pour Gasly. Mais il ne faut pas oublier que Gasly est quand même un excellent pilote et que s'il se dit vraiment... Là, pour l'instant, le truc, c'est que Gasly n'a pas de solution parce qu'il n'en cherche pas. Il a clairement dit que lui, il voulait faire 2026 chez Alpine, gros potentiel, moteur Mercedes, etc. Il veut voir ce que ce sera. Je pense que si la saison est lui-même accablée, à mon avis, Gasly va se mettre sur le marché et il n'aura aucun problème à trouver mieux. Je ne sais pas qu'il trouvera le truc parfait, mais je pense qu'il trouvera mieux. Après, on ne sait jamais ce que ça peut donner chez Enstone. C'est quand même capable de produire des bons châssis, on verra. Mais voilà, il faut quand même être la meilleure équipe Mercedes. Et derrière, on a quand même Williams qui monte des choses. Et puis, je ne parle pas de McLaren. Voilà. Et encore une fois, il ne faut pas oublier, comme je répète à chaque fois, c'est la seule équipe qui licencie quand toutes les autres recrutent. Et ça, au moment de développer une voiture où il y a un nouveau châssis, nouvelle aéro, nouvelle intégration moteur, nouvelle gestion des pneus, aéroactive, etc. Ils recrutent quand même. Peut-être qu'ils recrutent en coulisses, il y a des noms, mais effectivement, c'est une équipe qui n'est pas du tout attractive.
Ouais, et puis Pas de malgré tout, projet, on voit pas. les effectifs ont été sabrés par rapport à ce qu'ils étaient en début d'année. Mhm. Donc On même si voit tu pas le. recrutes Alors maintenant, que. ils en ont quand même enlevé 300 personnes. Ouais, alors, ça, ouais, je sais pas. Dans les comptes précis, ça, j'aimerais voir. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est évidemment la catastrophe, parce que même Sauber devient une énorme équipe, As recrute, Mm. Cadillac recrute, donc c'est la F1, c'est plus du cost-killing, c'est terminé. Non, Je pense que Briatore, il est resté à cette époque. oui. Le cost-killing, ça s'appelle les budgets plafonnés. Ça a été fait par la FIA et tout le monde a les mêmes. Ce qui compte, c'est avoir les meilleurs ingénieurs. Alors, meilleur prix en les payant pas trop cher, c'est voilà, ça marche pas comme ça. C'est pas tous les ingénieurs d'Alpine. Peut-être que dans la tête de Briatore, ils sont à la machine à café et ils bossent pas. J'ai l'impression que c'est ça. Je pense. Voilà, il y a peut-être un salaire à économiser chez Alpine, tout en haut. Ce serait peut-être plus simple comme ça, mais voilà, c'est sûr que, et on l'a vu Pérez, qui a échappé à Alpine pour aller chez Cadillac. Bottas aussi, Ça, les deux ont et été. Bottas, De ce ça qu'il prouve dit, les quand deux ont même été. qu'on est censé être, on était chez Alpine l'équipe d'usine versus un nouveau projet où il faut tout partir de zéro. On parle d'une équipe qui réussissait à tirer Alonso quand même. Donc bah ouais, bon, peut-être que l'an prochain, on va avoir un miracle du châssis qui va tout relancer, mais on voit pas le projet de cette équipe-là. Non. Et encore une fois, je rappelle à toute fin utile que quand Cyril Abitboul arrive, le duo de pilotes, c'est Kevin Magnussen, Julian Palmer. Et quand il repart, c'est Esteban Ocon, Fernando Alonso. Voilà, je pense qu'au bout d'un Puis c'est moment. une quatrième, cinquième place au constructeur. Et ça part de 9e au championnat, avec 4e à l'arrivée, avec une victoire, des podiums, etc. Donc je pense que l'équipe était à sa pointe à ce moment-là. Je pense que s'ils avaient eu besoin de trouver des pilotes en 2021, ils avaient la moitié du peloton qui frappait chez eux. Aujourd'hui, personne ne veut y aller. C'est aussi simple que ça. Et voilà, et du coup, ils se retrouvent à devoir, en plus de Et ça. puis virer Sazonner aussi, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Ah, Zafnauer aurait largement fait mieux. D'ailleurs, il avait fait mieux, puisque 2022, c'est lui qui est à la tête de l'équipe. 2023, il commence à la tête de l'équipe. Et encore une fois, 2023, il n'y a rien d'alarmant. Ils ont la pénalisation, ils ont le déficit moteur qui est toujours là, mais qui n'est pas insurmontable. Le châssis est très bon, ça fait podium à Monaco, podium à Zandvoort. Et ça allait très bien. Et puis après, voilà, on a mis des gens qui n'avaient rien à faire à la tête de cette équipe. Et puis c'est parti en vrille. Et puis après, on a mis des gens qui ne respectaient pas les gens avec qui ils bossent. Et alors là, c'est le plus gros problème. En tout cas, ouais, c'est comme tu dis, moi je sais pas de quoi est fait l'avenir d'Alpine parce que justement je vois pas vraiment d'avenir. On sait même pas où eux veulent aller en fait. Oui. À part Gasly qui dit on aura les bases pour être champion l'an prochain, il y a personne qui dit quoi que ce soit et en fait tu te demandes. Ah oui, il a dit ce week-end que Renault remettait son soutien sur le projet, mais au final Renault. Enfin, je veux dire, on est, comme tu disais, on est sur une période de budget plafonné et eux font du cost-killing par-dessus. Donc Renault met pas grand-chose à l'échelle de ce que mettent les autres marques en fait. Il n'y a plus de projet moteur. Donc Renault, il paye quelques millions pour mettre des stickers sur un projet de grande envergure commerciale en fait, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, ça peut être un projet, mais c'est pas un projet très attractif. Non. Et c'est pas très noble, on va dire, à l'échelle de la F1. On passe chez Sauber. Alors Sauber, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un aussi mauvais week-end. Fin de la série de courses dans les points. Hülkenberg termine 14e, Bortoleto 15e. Il y a eu des choses qui ont été tentées. Le problème, c'est qu'ils étaient loin sur la grille et Bortoleto passe en... non, c'est Hülkenberg qui passe en Q2 de mémoire. Je sais plus combien... Non, c'est Bortoleto. Oui, c'est Bortoleto, c'est ça. Et après, ils ont tenté des choses en course, ça s'est pas très bien passé. Il y a un moment où ils se sont retrouvés un petit peu dans le top 10, on s'est dit tiens, et ça peut potentiellement fonctionner, mais c'était pas encore arrêté. Et puis derrière, ça a été compliqué pour eux. Alors, mais vas-y. Non, mais Bortoleto, c'est déjà, ça fait la 9e fois qu'il bat Bortoleto, et mine de rien, Hülkenberg, c'est le pilote qui a le plus d'éliminations en Q1 avec Stroll, sans compter Ouais. Colapinto. Donc voilà, en qualif, Bortoleto, voilà, des rookies, on a un niveau incroyable des rookies, encore une fois, parce que Bortoleto mange Hülkenberg en qualif cette année. Donc et puis il sortait d'une 6e place très impressionnante à
Budapest. Voilà, et cette Sauber-là, bah, effectivement, elle était moins bien. Ouais. Elle était clairement moins bien ce week-end. En termes de rythme de course, en termes de rythme de qualif, voilà, c'était pas son circuit, hein. Ça fait partie des équipes irrégulières comme ACF1, et donc ça leur fait mal au classement, puisque tout le monde a marqué des points globalement. Ouais, tout fait autour d'eux. Sauf Williams, 10 points, 0 points, As, j'ai suivi. Non, on t'entend plus très bien, Alex. Non, Ah, c'est bon. c'était un coup de moins bien après des grosses performances. Peut-être que ça reviendra peu Oui, après. oui, oui, après, il y a pas. Je pense que de toute façon, après, eux, enfin, ils ont pas d'objectif précis. Ils veulent essayer de faire des bons résultats cette année. Et en soi, ça va le faire. Mais c'est vrai qu'après la belle série qu'ils avaient faite, c'est un peu Bah, il reste, décevant. oui, oui, il reste sur une sixième place en Hongrie, hein, donc. Ouais. Non, puis il y avait 5 courses de suite dans les points, hein, dont le podium de Mm. Hülkenberg aussi à Mm. Silverstone. Donc bon, là aussi, dans les circonstances quand même qui ont Mm. aidé. Mais encore une fois, on en est d'ailleurs à 3 pilotes qui ont leur premier podium cette année. La première fois depuis Mm. 2020 que ça arrive. Et à l'époque, c'était 2020. À l'époque, c'était. Ah non, 2021, c'était. Je sais même plus qui c'est 2020. C'était Norris. J'ai vu ça sur sa TF1 le jour. Euh, bon, Norris, Albon et je sais plus qui d'autre. Mais. Ah bah, Ocon. Voilà. Mm. Donc c'était. Non, Stroll, c'était 2017 son premier podium, étoile polaire. Il fait son premier podium dans sa première saison. Est-ce qu'il a souri? Non, il a souri parce qu'il a fait la pole. Mais il a déjà souri en 2017. Il sourit un peu plus qu'on lui dit. Il sourit pas beaucoup, mais il sourit quand même. Euh, et donc, voilà. Donc c'est vrai que. Ouais, Sauber, bon, c'est pas. Week-end un peu à oublier, mais finalement, c'est pas bien grave. On sent quand même ils sont pas très loin. Mais oui, maintenant, les mauvais week-ends, c'est pas comme en début d'année où ils étaient complètement largués. Là, on sent qu'ils sont dans le mix quand même, on va dire. Mm. Oui, c'est ça. Mollusque nous dit: J'ai pas vraiment compris la FIA qui a laissé Bortoleto rouler tellement longtemps sans rien lui dire, alors que d'autres fois ils ont beaucoup plus intransigeants. C'est vrai qu'il avait un bout d'aileron qui flottait et j'ai été étonné aussi qu'il n'ait pas un drapeau mid-ball comme les Anglais le disent, noir avec le rond orange au milieu. Parce que c'est vrai que on a vu des pilotes appelés au stand pour moins que ça, et d'ailleurs son débris s'est retrouvé en plein milieu de la piste un peu plus tard et a été percuté par Lando Norris, notamment. Euh, et puis on va finir, alors c'est une fois n'est pas coutume, Franck, c'est le moment où il faut que tu partes si tu es devant nous. On, va finir, on va finir par Ferrari. Bah, vous le voyez à l'écran, hein, pour ceux qui sont en podcast, vous ne voyez pas, mais voilà, c'est Leclerc abandon, Hamilton abandon. Comble du malheur, ils ont tous les deux cassé leur voiture dans le même virage. Franck qui dit j'écoute. Ouais, non, mais on sait bien que t'écoutes, mais c'est vrai que. Ah bah non, mais on va pas être très méchant parce que c'est pas forcément de leur fait, mais le fait est que le week-end a été quand même catastrophique chez Ferrari. Euh, D'après Vasseur, c'est le pire vendredi depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Ils étaient nulle part. Leclerc a dit qu'il fallait trouver 8 dixièmes vendredi. C'était vraiment Mm. la panique à bord. La qualif mieux. Des beaux progrès pour le coup, puisqu'il se qualifie 6 et 7. Et puis en course, ça jouait le top 5, mais Hamilton se sort tout seul dans le virage 3 et Leclerc se fait accrocher par Antonelli, après avoir lui-même accroché Russell dans une attaque un peu optimiste. Je vais commencer par te demander ton avis un peu sur le week-end. Est-ce que tu retiens plutôt le très mauvais début et le manque de performance nette et décevant de Ferrari, ou est-ce que tu retiens quand même le fait qu'ils aient bien rehaussé le niveau entre vendredi et dimanche? Non, je retiens plutôt la première. Non, c'est un air de vivement l'an prochain, hein, chez Ferrari. Parce que l'aileron arrière de Spa n'a pas finalement changé fondamentalement les choses. Et on a vu que Russell était quand même pas capable de les battre en qualif. Alors oui, il y avait du mieux en course, mais je suis désolé, mais Verstappen était quand même devant. Et ils se font battre par Hadjar, donc ils étaient la quatrième force du plateau au final. Donc pour moi, l'amélioration du dimanche, elle est quand même insuffisante pour masquer le déficit de performance du reste du week-end, qui était quand même très décevant, hein. Voilà, déjà, il a fait une course magnifique, mais normalement, une Ferrari, ça reste devant une Racing Bull, quoi. Donc, c'est pas. Voilà, c'est quand même un peu la soupe à la déprime chez Lucas, parce que même qu'il avait des raisons d'espérer un meilleur dimanche, voilà, ça se termine par deux cartons, enfin, Mm. deux accidents. Donc, bah ouais, c'est un peu à l'image de cette saison de Ferrari, c'est-à-dire un manque de performance et en plus un manque ou une malchance dans l'exécution.
La troisième place au classement, la Mercedes revient à 12 points, donc il va y avoir match. Et l'an dernier, Ferrari jouait la première place au classement, hein. Je pense qu'on l'oublie trop vite, mais Ferrari à Abu Dhabi au premier tour, ils étaient devant, hein. Mercedes McLaren au Oui, classement des constructeurs. ouais, c'est une vraie, Et là, voilà, là c'est moins bien. c'est une C'est vraie moins bien, c'est régression. décevant et il n'arrivera plus rien. Peut-être qu'il arrivera peut-être une victoire, hein, c'est jamais ce qui peut arriver, des podiums, mais la grande année, c'est pas non plus pour cette année. Ouais, complètement. Ouais, puis surtout, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour eux, ce manque de victoire, ce manque de voilà, il y a pas de bilan, il y a pas de bilan positif par rapport à l'an dernier. En fait, c'est ça qui est moche, c'est que tout est moins bien. Ouais. Euh, Et puis, Hamilton, bah, une erreur alors déjà une erreur en pré-grille, hein, alors c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas Mm. vu, en fait, il finit son premier tour de mise en grille, il décide d'en faire un Mm. deuxième, donc ce qui se passe dans ces cas-là, vu qu'il y a beaucoup de monde sur la grille, les pilotes repassent par les stands, s'arrêtent au garage ou non s'il y a des choses à changer, et repartent pour un tour de mise en grille, et là il est rentré dans les stands, bah en fait quasiment à la vitesse à laquelle il rentrait, je dirais pas Mm. qu'il était à fond, mais il rentre à plus de 200, je pense, au niveau de la... Et puis après il freine à ce moment-là, mais il est à une vitesse pas possible. Et en fait, au moment où il rentre dans la voie des stands, littéralement, il passe à 4-5 mètres de gens qui sont là sur la grille. Et ça a été considéré comme un non-respect de double drapeau jaune par la direction de course qui lui a mis 5 places pour. Parce que du coup, ça a été géré après la course, donc il n'a pas eu la pénalité pendant la course des Pays-Bas. Et il prendra 5 places sur la grille à Monza. Donc Mm. déjà de quoi bien chauffer les tifosi, je pense. Et puis derrière, bon début de course. Et il a attaqué. Alors, le point positif pour Hamilton, c'est que il a retrouvé le mode d'attaque, on va dire. Il est plus incisif et plus libéré au niveau de l'attaque. Mais il était tellement libéré que Mm. ben, il a roulé un petit peu sur la peinture dans le virage 3 au moment où la piste était un peu grasse. Et ça finit par une sortie de piste. Mm. Alors, il était mieux en qualif, mais ça reste quand même décevant de la part d'Hamilton de voir. C'est vrai que c'est pas souvent qu'il fait des erreurs, mais c'est toujours un peu inquiétant de le voir un peu en délicatesse, quoi. Il est mieux mentalement qu'en Hongrie, mais c'est pas non plus. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah non, là, pour moi, Hamilton, non, il m'apparaît bien mieux, hein. Hmm, Même en qualif, où il finit un petit peu derrière Leclerc, oui, la course qui était un plutôt bonne. demi-dixième, ouais. Voilà, ça m'apparaît quand même mieux, c'est ça le paradoxe. C'est qu'il fallait le tirer et qu'il n'avait jamais rien du monde, mais pour Hamilton, ça lui arrive, hein, d'exagérer un peu quand ça va. Donc là, il y avait plutôt du mieux pour Hamilton dans un Grand Prix où c'était plutôt du moins bien pour Ferrari. Donc, Hmm, ça restait une septième place, enfin voilà, hein, sur les incidents devant, hein. oui, Sauter au plafond, hein, c'est sûr. c'est ça. Et du coup, Leclerc, bon, pas de bol sur l'incident avec Antonelli, il est entièrement dédouané puisque Antonelli a fait une grosse erreur. Mais l'incident avec Russell, moi je voudrais ton avis. Est-ce que selon toi c'est un incident de course comme les commissaires l'ont dit ou est-ce que tu aurais quand même mis un peu de faute sur Leclerc? Ah, moi je pense que Leclerc, ça fait quand même une ou deux courses qu'il est un peu trop agressif, peut-être notamment sur Russell. Après, sanctionné. Voilà. Moi, j'ai pas été choqué par l'accident de course, j'aurais pas non plus été choqué par les 5 secondes. C'est vraiment un peu marginal. Je pense qu'il a vraiment sorti les couilles, hein. Il écoute par la fenêtre pour pouvoir passer. C'était un petit peu. En même temps, il pouvait pas dépasser sinon. Il n'y avait pas assez d'écart de rythme quand même, je pense. Hmm, La Mercedes pour pouvoir doubler. Donc c'était, pour moi, on était au bord de la limite, mais on y restait, mais de peu, hein. oui. Voilà. Tu as peut-être un avis différent. Et ben moi je l'aurais pénalisé parce que en fait c'est pas pour l'attaque première, il passe un peu sur le vibreur, c'est limite et tout. Mais si à ce moment-là du truc il avait collé au vibreur tout le long du virage, j'aurais dit incident de course parce que Russell le tasse un peu peut-être, lui laisse pas de place, mais en même temps Russell est largement devant. Ah non, Russell est pas devant, ils sont côte à côte. Donc Russell a un petit Mmh. peu sa responsabilité à ce moment-là. Parce qu'il lui laisse pas la place. Donc si Leclerc était passé dans une vitesse acceptable ensuite, j'aurais été ok. Mais là, la remontée qu'il fait sur le virage, parce qu'en fait, il faut savoir quasiment tous les virages sont inclinés à Zandvoort ou pas loin. Celui-là l'est un petit Mmh. peu. Et on voit qu'il fait une remontée sur le virage à l'extérieur et il pousse Russell en allant percuter la Mercedes.
Ça, pour moi, c'est du Max Verstappen dans le texte. Alors, je comprends qu'ils soient un peu énervés et je pense que Leclerc, il est toujours en train de se dire, mais attends, en fait, on peut faire ce genre de choses. Sauf que maintenant, depuis, on ne peut plus vraiment le faire. Il arrive un peu à retardement là-dessus. Je trouve qu'il est un peu bourrin. Puis, ouais, quelques décalages en ligne droite qu'il a commencé à faire cette année et qui lui ressemble Ouais, pas. ouais, Budapest, il avait fait des trucs un peu ça. Ouais, et j'appréciais Leclerc pour la propreté qu'il avait en piste, même si tout le monde disait ah il est trop faible, il est pas assez bourrin, machin. Moi je trouvais que justement que ça était tout à son honneur. Je déteste, vous savez très bien, j'ai une aversion totale pour le pilotage de Max Verstappen en lutte contre les autres, hein, sinon je suis évidemment admiratif de son pilotage, mais je déteste la manière dont il aborde les luttes en piste, et j'ai un très grand respect pour les pilotes qui savent se battre avec les autres sans aller au contact, sans aller sur des techniques un peu dégueulasses de course. C'est pour ça que j'avais pas non plus Schumacher au Sénat, les pilotages. Et c'est dommage que Leclerc cède à cette facilité. Je pense que c'est pas une question de changer son. Je pense pas qu'il ait changé de façon d'aborder la course. Je pense juste qu'il y a un petit peu de frustration. Parce que je pense que Leclerc, il en a marre. Hein. C'est ça, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sa septième saison chez Ferrari. Et puis il se rend compte que bah, ça marche pas très bien. Ça gagne pas beaucoup plus, ça gagne pas de course ou pas beaucoup plus qu'avant. C'est pas, ça joue toujours la même chose depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Alors 2020-2021 c'était pire, mais à part ça, il a toujours joué entre la deuxième force du plateau et la quatrième. Et ben, je pense que voir une année de progression pour 2 années de régression, à force, ça le fatigue un peu. Et L'an dernier, c'était la meilleure année, hein, sans doute pour lui, avec la ouais, victoire à Monaco, il joue pour le titre. victoire à Monza aussi, Victoire à qui Monza. n'était pas sa première, mais voilà. Et c'est vrai que là, ouais, je pense que c'est un peu la douche froide. Et puis en fait, il se rend compte qu'il est leader de l'équipe, mais que ça lui sert pas à grand chose parce qu'au final, il peut pas. C'est pas un leader qui peut aller chercher quelque chose avec son équipe. Au final, même s'il est meilleur, bah, c'est un peu morose comme saison et je pense que ça l'agace. Euh, je sais pas pourquoi Lambeau Diablo, tu dis Russell, ça lui arrive de ne pas être énervé. Moi, je trouve que oui. Après, des fois, il s'énerve, mais des fois, à juste titre aussi. Euh, Et c'est vrai que Russell, ça fait quand même 2-3 courses qui se fait un peu victimiser par Leclerc. Et je pense que bon, bah, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Puis là, en plus, ça lui gâche quand même sa course parce que derrière, la voiture a vraiment un rythme pourri par rapport à ce qu'elle aurait dû. Enfin, pourri, vraiment moins bon par rapport à ce qu'elle aurait dû être. Donc, je pense que ça le frustre un peu. Mais oui, non, c'est vrai que c'était globalement compliqué pour Ferrari ce week-end. Ça a été un peu délicat et je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer. Alors Vasseur, encore une fois, est toujours dans la, dans la temporisation. Positive attitude. Ouais, et je comprends, il a raison. Hein, il y a pas, c'est pas lui, leader de l'équipe, de céder à la dépression et à la panique. Hein, je pense que les médias, les tifosi et ses pilotes le font assez. Donc il y a pas, il faut qu'il bien qu'il y ait un phare dans la nuit, comme on dit. Mais, euh, mais oui, je pense que 2026, de plus en plus, 2026 va être une année cruciale pour Ferrari et pour Vasseur parce que malgré tout, alors moi je pense que Vasseur mérite encore 3 ou 4 saisons, mais et même s'il a été prolongé, on sait Ah que chez oui, Ferrari c'est quand même tendu. sauf si c'est la cata l'an prochain. Si c'est la cata, là, il y a un responsable, c'est la sœur. Et là, pour le coup, même si je l'adore, c'est celui qui se retrouve en première ligne. Oui, Et je pense pas que ce sera la cata. Hein. Voilà, est-ce que Ferrari pourra créer la surprise, deuxième, troisième force? Bah, cette année, on en attendait beaucoup plus, ça c'est sûr. ouais. Après, il reste quand même deuxième au classement. Hein. C'est aussi McLaren qui survole la concurrence. Oui, oui, bien sûr, mais ils sont plus que 12 points devant Mercedes, hein, Oui, oui. qui a un peu, on rappelle, a un Qui pilote. a un rookie. C'est ça, hein, qui a un pilote qui est encore en difficulté actuellement, qui a une voiture qui est pas non plus bien meilleure que la Ferrari, ou même pas en ce moment. Donc, ouais, c'est un peu Mais l'an compliqué. prochain, on peut avoir de l'espoir. Hamilton va enfin se débarrasser des voitures à Ouais, effet de sol. Il va être ravi, je pense. Ça va quand même bien gérer le prochain tournant réglementaire. Mais voilà, on a toujours l'impression, cette même impression chez Ferrari. Bon, allez, l'an prochain, cette fois ce sera la bonne. cette fois, c'est la bonne. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que ça n'a pas été la bonne quand même chez Ferrari. Hein. Parce que maintenant Ça, on que. va bientôt fêter les 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est Hein. Rington. C'est ça. Et c'était un peu comme McLaren, puisque Ferrari, dernier titre, c'est 2007, McLaren 2008, à titre pilote, j'entends.
Mais bon, McLaren, ça va clairement changer cette année. Et maintenant, ça semble quasiment acquis. Je pense pas que Verstappen fera un miracle derrière eux. Et titre constructeur, McLaren en aura deux de suite. Et Ferrari, ben, c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. Donc, même les bonnes années, c'est récemment, 2022, je pense, où ils sont quasiment au niveau de Red Bull. Derrière, ils se font détruire par Red Bull. Hmm. Et 2023, c'est moins bien, quoi. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Hmm. Et comme dit Mollusque, le problème, c'est que Leclerc s'est rebellé, mais pas sur les bonnes personnes, sur les autres pilotes plutôt que son équipe. Voilà, on verra, hein. C'est vrai que c'est un petit peu, on sent qu'il est un petit peu fébrile, mais bon, je le comprends. Il est irréprochable en fait depuis très longtemps. Et puis il se rend compte que son approche d'être toujours positif, toujours bon, toujours impeccable, finalement c'est pas payant quoi. Donc je comprends qu'il y ait une frustration de la part de Oui, puis Leclerc. voilà. Notamment, même on l'a vu encore là, hein, lorsqu'ils l'ont arrêté couvrir Antonelli. Il Oui. dit voilà, c'était pas la peine de s'arrêter, les pneus étaient en bon état. C'est vrai qu'avec le recul, si c'était pas arrêté, Antonelli aurait peut-être pas percuté. Et c'est ça, Mais c'est bon. ce que j'ai noté dans le live de la course, c'est que son premier réflexe au moment où il se fait percuter par un autre pilote, c'est de cracher sur son équipe. Et c'est Ouais, pas c'est vrai. anodin, parce que oui, effectivement, il a des raisons de le faire, mais c'est pas anodin qu'il s'en prenne à son équipe alors qu'il vient de se faire sortir par un pilote et que tout autre pilote aurait sûrement dit, ce serait sûrement déchaîné sur celui qui vient de l'accrocher. Et là, pas du tout. Donc, c'est pas anodin sur l'état d'esprit de Leclerc, je pense. Oui, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, c'était le débrief de ce Grand Prix des Pays-Bas. 15e manche de la saison 2025 de Formule 1. Avant de se quitter, on va évidemment passer à désormais l'étape habituelle qui est de la review des pronos que nous avions fait avant, avant Zandvoort. Donc on l'avait fait il y a 4 semaines, hein, donc excusez-nous d'avance pour les Ouais, commentaires. je pense que même on l'aurait fait samedi, enfin, on l'aurait fait vendredi, on l'aurait peut-être pas mis Adjar sur le podium. Non, c'est vrai. Et moi, par contre, alors, je vais commencer par le mien. J'avais mis Norris, Piastri, Alonso. Et je pense que si je l'avais fait vendredi soir, c'est exactement le pronostic que j'aurais fait. Parce que ça me paraît. Moi, vendredi soir, je me voyais déjà. Je dis, allez, c'est bon, je vais réussir à avoir un bon prono. Alors, j'ai pris des risques. Finalement, j'ai un pilote mal placé, donc c'est catastrophique. Toi, tu avais marqué C'était pas bien mieux, hein, moi. Verstappen, Russell, Piastri. Alors tu as deux pilotes mal placés, c'est pas mal en soi, c'est un peu mieux. Tu avais vu McLaren dominé par deux équipes, finalement ça n'a pas du tout été le cas. Et le vainqueur du jour, c'est Franck qui avait Piastri, Leclerc, Verstappen. Donc il a le bon vainqueur et il a un pilote mal placé en plus. Donc voilà, évidemment personne d'entre nous n'avait été assez fou pour parier sur Isaac Adjar. Hein. Ça me paraît évident. Mais voilà, donc bravo Franck. Sauf Vivi Vroom qui avait mis Adjar P3. Ah ouais, et ben dis Il doit donc. être riche, là. T'aurais dû mettre un euro là-dessus. Mais est-ce qu'il l'a mis samedi après les qualifs ou avant? Non, c'est pas sûr. Ouais, c'est vrai que si c'était il y a 4 semaines comme nous, franchement, bien vu. Et puis, et ben évidemment, les pronostics pour Monza, puisque je vous rappelle que la saison continue dès le week-end prochain, enfin, dès ce week-end, en Italie. Franck a mis Leclerc, Piastri, Hamilton. Donc on salue Ouais. L'espoir fait vivre, hein. on salue l'espoir la force le courage du tifosi qui sommeille en Franck. L'Ambulio dit Piastri, Norris, Piastri. Alors je crois que Piastri est très fort, mais au point de faire deux places sur le podium, ça me paraît compliqué. Et Topolaire dit pitié que Leclerc fasse un podium. C'est vrai que ce serait. S'il y a un podium à faire cette année, c'est celui-là, hein, clairement, pour Ferrari. Toi, Alex, tu as mis. Donc Franck a mis Leclerc, Piastri, Hamilton. Hein, donc voilà, Ferrari pour lui. Toi, Alex, tu as mis Piastri, Norris, Leclerc. Oui, zéro prise de risque, là, pour le coup. Et moi, j'ai J'ai mis. plusieurs grands prix où je ne mettais pas des McLaren. Donc je vais mettre Oui, peut-être c'est que vrai. il n'y aura pas une McLaren. Et moi, j'ai mis Norris, Verstappen, Piastri. Parce que je pense que Red Bull va faire comme ils ont fait en Belgique et je sais plus où. Ils vont mettre 0 aileron. Et puis, ça va rouler assez vite en ligne droite.
Mais voilà, donc évidemment, on se retrouvera la semaine prochaine, lundi prochain, pour savoir qui avait raison et surtout qui avait tort, hein, puisque c'est quand même plus souvent le cas, compte tenu des pronostics. Alors, on essaie, évidemment, on ne fait pas toujours avec la facilité, c'est aussi pour ça qu'on se rate. Euh, John Smith dit, je suis sûr que si vous faites l'année prochaine, vous faites un concours de pronos avec les électeurs, ça augmentera encore plus l'engagement. C'est possible, c'est vrai que ce serait marrant d'avoir des... Il faudrait tenir un classement et tout, parce que ce serait, sur une saison complète, ce serait marrant. Milton Max dit après Monza c'est particulier, peut-être que McLaren sera prenable, je sais pas, honnêtement. Attention à la fiabilité. Oui, On a Norris vu aura sûrement un moteur neuf du coup. Ouais, Mais attention à la fiabilité des moteurs McLaren qui a été catastrophique cette année quand même. Ouais, qui a été en tout cas très décevante et très en deçà. Donc voilà, il peut y arriver. Hein. Tout arriver. Mais c'est Moi, plus rare chez j'espère McLaren quand que... même Oui, que oui. chez les autres équipes, mais bon, c'est vrai que ça peut Ah oui, arriver. ben jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis. Si Norris a un moteur neuf, est-ce qu'il prend une pénalité ou pas? Est-ce qu'il a assez... Oh, je sais plus, j'ai pas sous les yeux J'ai pas sous les yeux la quantité de pièces qui restent à chacun. Peut-être que par équité, toujours leur souci d'équité entre les deux pilotes, leurs deux pilotes, McLaren va mettre un moteur tellement usagé et prêt à péter dans la voiture de piloterie pour que ce soit bien équitable. C'est possible. Non, mais c'est vrai que ils ont dit que de toute façon ils n'allaient rien changer sur l'approche, mais effectivement après les pilotes sont libres de faire ce qu'ils veulent, donc c'est De toute malheureusement façon, là, pour vu eux. que le titre constructeur est gagné, peut-être qu'ils peuvent se permettre de dire Papaya rules is no rule. Ouais, Go. c'est ça. Alors non, ils ont dit, par contre, Stella a dit que de toute façon ils étaient bien prévenus que même si le titre constructeur était gagné, l'équipe passait avant leurs aspirations personnelles et qu'il fallait avant tout respecter l'équipe. Donc je pense que s'il y a un accrochage, il n'y en aura pas deux, parce qu'à mon avis ça risque de leur retomber dessus. Enfin bon, après, ça reste des pilotes de F1. Si ça commence un peu à s'exciter et à se tendre entre les deux, je pense que ça peut arriver plusieurs fois. En tout cas, à Monza, il fera beau. Ouais. Là, il perd non plus pas la grosse canicule, donc des belles conditions pour la course. La question, c'est est-ce qu'il fera beau comme il devait pleuvoir à Zandvoort? Parce que Zandvoort, jeudi, il y a 80% de risque de pluie sur les 3 jours. Finalement, on n'a pas eu une seule goutte quasiment. Enfin, une goutte en EL2 et une goutte en course. Je pense que la météo en Lombardie, elle est quand même un peu plus prévisible que sur les bords de la mer du Nord. Oui, oui, c'est certain. Vivron me dit il faut les laisser se battre maintenant. Franchement, c'est chiant de leur part. Mais en fait, ils les laissent se battre. Hein. C'est juste que la consigne, c'est il n'y a pas à avoir d'accrochage. Et en fait, je pense qu'ils veulent éviter que ça finisse en pugilat comme on a pu le voir avant chez Mercedes ou dans d'autres équipes, hein, chez McLaren notamment en 2007, chez McLaren en 89. Donc voilà, je pense que ils sont échaudés et puis ils ont raison de vouloir. Et en fait, les deux pilotes sont là à long terme, donc une année où ils jouent le titre, si l'an prochain ils jouent pas le titre et qu'il y a besoin qu'ils bossent ensemble pour progresser parce qu'ils ont raté leur début, ils auront tout intérêt à ce que ce soit pas la guerre en fait en interne. Hein. Donc c'est ça aussi. Ouais. Moi, je suis épaté par Zach Brown, il faut lui faire une statue parce que Ouais. le prix d'équipe était par terre et voilà. Ah bah c'est sûr qu'il reprend l'équipe en 2016, hein, l'époque, et encore il reprend l'équipe, la première saison complète qu'il fait c'est 2017 où il commence la saison en n'ayant même pas un châssis et un moteur qui s'assemblent ensemble. Donc voilà, effectivement, bravo à lui. Parce que... McLaren Mastercard, hein, pour citer Oui, c'est vrai, ils ont signé le nouveau sponsor. un nouveau sponsor titre. C'était la seule équipe qui n'est pas sponsor titre, puisque Ferrari avait HP depuis l'an dernier, donc depuis cette année. Depuis l'an dernier. Et du coup, voilà, c'est fait maintenant. Toutes les équipes ont un sponsor titre. Sauf Racing Bulls qu'on a deux. Mais voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Merci, Merci à JB vous. qui dit super débrief. On essaie de faire évidemment toujours au mieux. La semaine prochaine, on se retrouve lundi soir de nouveau pour le débrief du Grand Prix d'Italie. Grand Prix d'Italie à suivre intégralement sur Next Gen Auto. Petite nouveauté depuis la semaine dernière, nous avons un channel WhatsApp pour les gens qui ne sont pas trop, qui ont du mal à aller directement sur le site pour voir quelles infos regarder. On met les infos principales sur le channel WhatsApp. Et puis quelques news comme ça, quelques actus, des choses, des sondages et tout. Un petit peu d'interaction, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez le lien, vous allez sur n'importe quelle news du site, le lien est en bas. Vous pouvez rejoindre, il y a déjà plus de 200 abonnés, je crois. Même peut-être plus. Plus de 400. Oh, bah j'étais resté au stade d'avant week-end.
Et puis, impossible de s'abonner à WhatsApp. Ah, c'est bizarre ça. Euh, ouais, c'est étonnant parce que globalement, j'ai pas eu de retour négatif là-dessus. Euh, et oui, F1 TV fonctionne effectivement pour l'instant. En tout cas, pour les anciens abonnés, ça continue de fonctionner. J'imagine qu'à voir après. À voir Oui. après. C'est quoi le nom? Bah, le nom, c'est NextGenAuto. Hop, c'est nextgenauto.com, tout simplement. Je sais plus si c'est le .com ou pas. Donc, voilà, c'est une chaîne publique. Et puis, on met des news dessus. On met des petites choses. Ah, le radar, t'es pas en France? Bah ouais, mais je pensais pas que pour moi. J'ai mis le Ouais, lien sur le chat. parfait, merci Alex. Ouais, non, sur WhatsApp, c'est NextGenauto, bah, t'as le lien maintenant, étoile polaire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Si jamais, ouais, ça me paraît bizarre que tu puisses pas t'abonner sur le pays. Après, je connais pas, j'avoue que je suis pas très calé là-dessus personnellement. Donc, c'est pas impossible. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Merci d'avoir suivi évidemment Next Gen Auto dans le week-end aussi sur les news et puis les actus. N'hésitez pas à continuer à venir voir ce qu'on fait. On essaie toujours de vous couvrir l'actualité au maximum. Euh, tous les jours évidemment, mais en week-end de Grand Prix dès le jeudi. Hein, encore une fois, journée média qu'on couvre intégralement. Et puis, un week-end classique, pas de sprint à Monza si je dis pas de bêtises. Euh, non, week-end classique, et puis forcément EL1, EL2 vendredi, EL3 qualif samedi, et course dimanche, une course qui s'annonce quand même assez disputée, comme souvent à Monza, on circuit à l'ancienne, mais avec pas mal de résultats surprenants au fil des années. Donc on se retrouve le lundi prochain pour débriefer de ce week-end d'Italie. D'ici là, portez-vous bien, encore merci à tout le monde, merci Alex, Bye bye. et puis ciao, à bientôt.